Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, bienvenue au Congrès des maires, bienvenue à cette table ronde. Préparer la gestion financière du prochain mandat, levier et outils pour les communes et les intercommunalités. Cette table ronde va s'articuler autour de deux grandes parties. D'abord, dans une première séquence, une présentation de la situation financière du bloc communal et des outils à la disposition des maires et des présidents d'intercommunalités. Elle sera structurée par les interventions de représentants de l'Observatoire des finances publiques et de la gestion publique locale, ainsi que des représentants de la Direction générale des finances publiques. Ensuite, une deuxième séquence avec des retours d'expérience d'élus. De manière concrète, nous vous expliquerons comment améliorer cette relation financière entre communes et intercommunalités. Je vous présenterai dans quelques instants les intervenants, mais je donne tout de suite, pour ouvrir cette table ronde, la parole au coprésident Antoine Homé, maire de Wittenheim, trésorier général de l'AMF, coprésident de la commission des finances de l'AMF, et Emmanuel Salaberry, maire de Talence, coprésident de la commission finances de l'AMF. Antoine Homé, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes venus très nombreux pour ce sujet. Déjà hier, lors de l'Assemblée générale, évidemment. Demain, j'en profite, avec Emmanuel, nous vous invitons au grand débat finance traditionnel du jeudi matin. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un forum. Il y en a également cet après-midi. J'en animerai un sur les budgets verts. L'idée, c'est évidemment, grâce à des expériences concrètes, et nous aurons notamment l'expertise de notre ami Philippe Laurent, toujours très présent sur les sujets financiers. Nous allons regarder comment, dans ce contexte très préoccupant, on peut encore au mieux gérer nos collectivités. Nous avons des invités, notamment des représentants du ministère des Finances, de la DGFiP. Donc nous avons souhaité qu'au-delà, effectivement, des exposés plus généraux, on parlerait du projet de loi de finances. J'en ai déjà parlé hier pour dire tout le mal que j'en pensais. Et j'en redirai demain tout autant de mal. Là, on est plus sur des aspects de gestion extrêmement pratiques, sur, j'allais dire, des recettes, au sens médical du terme, s'il y en a encore, pour améliorer tant la situation de notre section de fonctionnement que les perspectives de notre section d'investissement. Voilà ce qui vous est proposé. J'aurai l'occasion avec Emmanuel de reprendre la parole dans le débat, peut-être après l'intervention des administrations financières, et en tout cas à la fin. Nous avons prévu un temps de travail assez long, et tant mieux, puisqu'il y a également lieu d'avoir des questions et des réponses, évidemment. Ces forums doivent être interactifs dans le cadre de ce 107e congrès. Et maintenant, avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais aussi, bien sûr, donner ce micro à mon ami et collègue avec lequel je copilote la commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF, Emmanuel Salaberry. Donc bon forum à toutes et à tous, et je suis sûr que ça va être très passionnant. À toi, Emmanuel. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je me posais une question en préparant cette conférence avec Antoine il y a quelques jours. Trouvons-nous des courageux pour parler finances publiques à 2h du matin? Eh bien, la réponse est globalement oui, puisque je pense qu'on va afficher complet d'ici très peu de temps. Je vais être très rapide parce qu'on est là surtout pour échanger, pour vous présenter un certain nombre d'éléments très pratiques, macroéconomiques, mais aussi très précis pour vous permettre de vous projeter dans ce contexte très particulier qui consiste à avoir en 2025-2026 des budgets très difficiles, mais sûrement peut-être les meilleurs que l'on ait à connaître sur le prochain mandat. Sur cette note d'optimisme, je voudrais quand même moi remercier avec Antoine et évidemment en saluant la présence de nos collègues maires et de Philippe Laurent qui est toujours là sur ces aspects financiers, l'ensemble des personnes qui composent la commission des finances, qui travaillent à nos côtés. Je voudrais rappeler, en étant un jeune coprésident depuis 2 ans maintenant, toute l'importance de ces échanges pour venir expliquer, réexpliquer et réexpliquer encore à toutes celles et tous ceux qui font la loi ou toutes celles et tous ceux qui ont beaucoup de préjugés sur les collectivités locales, à quel point le travail des maires est très important, ce travail bénévole pour les maires que nous sommes toutes et tous. L'occasion aussi de saluer notre exceptionnelle équipe de l'AMF qui nous aide au quotidien, qui répond à vos questions. Aujourd'hui n'est pas une conclusion, c'est un début. Le mandat va s'ouvrir avec beaucoup d'envie. Ces marges de manœuvre, elles existent, mais il va falloir effectivement faire des choix. C'est aussi pour ça
que nous sommes toutes et tous élus. Je vous souhaite également à toutes et à tous une très bonne séance de travail et je laisse tout de suite la parole aux experts pour vous permettre d'être très éclairés. N'oubliez pas qu'on va avoir un temps de parole qu'on a voulu volontairement long pour répondre à toutes vos questions de manière à ce que vous sortiez d'ici avec un doctorat en finances publiques. Et donc, si jamais ce but n'était pas atteint, vous seriez contraint de rester dans cette salle jusqu'à cette obtention. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne réunion. Merci à nos deux coprésidents pour ces propos introductifs. Nous ouvrons maintenant donc la première séquence pour faire ce parcours universitaire qui va nous amener jusqu'au doctorat. Nous allons évoquer pour commencer la présentation de la situation financière du bloc communal et des outils à la disposition des maires et des présidents d'intercommunalité. Nous avons d'abord le plaisir d'accueillir Thomas Rougier, directeur général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Cet observatoire, dont les travaux font aujourd'hui référence, va nous apporter un éclairage indispensable sur la situation financière du bloc communal, des communes et des intercommunalités. Nous entendrons ensuite Éric Barbier, chef du service de gestion publique locale des activités bancaires et économiques à la Direction générale des finances publiques. Vous êtes accompagné de Thierry Maillot, administrateur des finances publiques adjoint et conseiller aux décideurs locaux dans l'Essonne. Vous nous expliquerez sans doute cette nouvelle fonction qui joue un rôle important auprès des élus locaux. L'Association des maires et des présidents d'intercommunalité est très heureuse de vous accueillir et vous remercie vivement d'avoir accepté de participer à ces échanges. Thomas Rougier, vous avez la parole pour présenter cette situation financière. Merci beaucoup. Je vais me mettre debout, comme ça je ne tourne pas le dos à la partie. Bonjour, Thomas Rougier, secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique. C'est un outil public partagé entre l'État et les collectivités locales qui doit collecter, analyser et partager de l'information sur les finances et la gestion publique locale. Un grand merci à l'AMF, aux services et aux élus de la commission finances de cette invitation à dresser un bilan sur les finances du bloc communal en 2024 et sur le mandat en général. Alors j'ai un temps limité pour qu'il y ait une longue place au débat. Donc je fais cette tentative de résumer cette publication que vous pouvez trouver par ailleurs et publiée dans le cadre du salon en 4 chiffres. Alors tous ces chiffres reposent sur le plus souvent des bases de données de la DGFiP qui a ouvert ces données, des traitements soit de l'Observatoire, soit du département des études de la DGCL, je le signale. Et tous ces chiffres sont commentés plus amplement dans cette publication. Le premier des chiffres, c'est ce 180 milliards d'intervention. Donc c'est le volume des dépenses de l'action des collectivités du bloc communal en fonctionnement ou en investissement en 2024. Donc c'est 4 fois ce que font, un peu plus de 4 fois ce que font les régions, c'est 2 fois ce que font les départements, c'est l'échelon qui a l'action à travers ces dépenses la plus importante du bloc local. Ça c'est le premier chiffre. Et très rapidement, je voudrais vous en donner un autre qui est important et qui résulte du cycle des investissements. Au sein de ces dépenses, il y a les dépenses d'investissement et collectivement, l'évolution des dépenses d'investissement du bloc groupement à fiscalité propre, commune, c'est ces taux d'évolution chaque année. L'année N, c'est l'année de l'élection, donc c'est 2020. Et puis après, 2021, etc., jusqu'en 2024. Ce qu'on constate sur ce mandat que vous venez de vivre, et c'est le résultat collectif, c'est qu'il y a eu un cycle à l'allure classique, c'est-à-dire baisse des investissements l'année des élections et puis reprise progressive après. Sauf que si je le compare aux autres, donc aux précédents, ça c'est le mandat qui commençait en 2014, et puis en vert, c'est les mandats, c'est la moyenne des 3 mandats précédents. Ben, si je le compare, je vois tout de suite que c'est un mandat relativement classique, mais avec des évolutions accentuées. Alors vous, individuellement, vous pouvez avoir vécu quelque chose de différent, mais collectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc les évolutions sont plutôt accentuées. 2019, à la veille des élections, il y avait eu un fort dynamisme des investissements. 2020, Covid, fort baisse des investissements, encore plus que d'habitude. Et après, et c'est ça pour moi l'élément le plus important, il y a une reprise de croissance très rapide de l'investissement. Là où d'habitude, 1 an, voire 2 ans après les élections, il y a encore une forme de stabilité, voire de diminution des investissements. Et là, dès 2021, ça reprend fort. C'est lié à la baisse de 2020 notamment. Et le résultat de ce cycle-là, c'est que les collectivités du bloc communal, collectivement, ont été au rendez-vous du défi qui a été un peu posé au départ. C'était ne nous reproduisez pas le mandat d'investissement du cycle 2014.
Et il fallait que les collectivités soient au rendez-vous. C'était le deal. Voilà. Et là, les décideurs locaux, les élus, les agents, l'État, parce que l'État a soutenu cette démarche-là, les financeurs, les entreprises du bâtiment des TP ont été au rendez-vous. Et le chiffre, c'est mon deuxième chiffre qu'on pourrait retenir, c'est que si je cumule les investissements sur les 5 premières années, on ne connaît pas encore 2025, mais sur les 5 premières années du mandat, vous avez en volume et sans tenir compte donc, de l'évolution des prix, donc en augmentation des réalisations, c'est 15,5 milliards de plus cumulés sur le bloc communal sur les 5 premières années. Donc c'est le pari tenu. Voilà. Alors, comme l'actualité va très vite, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais c'est un élément important du mandat qu'on vient de traverser. C'est ce succès et cette rencontre avec les investissements et des couleurs nouvelles pour l'investissement. Donc quand on aura 2025... Donc le bloc communal a investi, mais comment? Est-ce qu'il a eu de l'épargne et est-ce qu'il s'est endetté? C'est ce qu'on va savoir. Alors le deuxième chiffre, alors je finis juste sur l'investissement, quand on aura 2025, on sera peut-être plus proche de 19 milliards que des 15 milliards. Hein, je précise tout. Donc ça va encore augmenter. Voilà. L'autre observation qu'on doit faire, c'est celle de l'autofinancement. La gestion des collectivités passe par les soldes d'épargne brute, d'épargne nette. Donc là, c'est la courbe d'évolution de l'épargne brute des communes, c'est l'exemple des communes. Et vous voyez que par strate, on a des choses différentes. Le bleu, c'est l'évolution 2024. Et ça note quoi? Ça note cet essoufflement de l'épargne collectivement, toutes strates confondues avec des baisses et des hausses, mais toutes strates confondues sur 2024. Mais l'autre résultat, c'est quand même que le niveau d'épargne reste nettement supérieur en 2024 que ce qu'il était en 2018, année comparable du mandat précédent. Donc ça, c'est un constat qui est important à faire aussi. Le niveau d'épargne est plus important. Sauf qu'en face, il faut quand même relever le 17% qui est à ma gauche. Sur la même période, sur ce mandat que vous venez de vivre, les prix officiellement des dépenses d'équipement ont augmenté de 17%. Donc si votre épargne n'a augmenté que de 12%, vous avez un pouvoir d'achat qui a diminué. Donc ça, c'est une notion importante. Et puis il y a un autre chiffre, c'est mon troisième chiffre. 5177 communes présentent une épargne nette négative en 2024. Donc ça, c'est un chiffre qui a augmenté en 2024. Donc c'est une zone d'alerte sur cette épargne du nombre de communes qui ne parvient pas avec ses ressources de fonctionnement à financer les dépenses et les remboursements de la dette. Un chiffre à suivre. Il a déjà été plus important, ce n'est pas le chiffre le plus important, mais c'est un chiffre à suivre parce que ça sera un meilleur indicateur que l'évolution de l'autofinancement au global, à mon sens. Donc une disparité en fonction des collectivités et on voit en effet un décrochage sur les petites communes qui ont en plus une surface financière très limitée, souvent de quelques centaines de milliers d'euros. Pour les toutes petites ou pour les très grosses, mais les années précédentes, ça pouvait être l'inverse. Hein. Donc vraiment, c'est sur la période que c'est le plus parlant sur cet autofinancement. Un chiffre important aussi, et là, c'est le ressenti des collectivités qui rejoint les chiffres. C'est-à-dire que quand on dit aux collectivités, vous êtes endettés massivement, ce n'est pas vrai du tout. Le bloc communal présente, hors Paris, c'est le chiffre qui est en haut à gauche, à droite, pardon, une évolution de la cour de dette de 0,7% par an. C'est minimaliste. C'est minimaliste. Alors certains pourraient arguer qu'il faut passer à une baisse de l'encours de dette. Mais en tout cas, ce que je viens de vous décrire sur l'investissement, ça s'est fait en matière d'encours de dette sans accroissement notoire, voire un accroissement très faible. Et le mandat précédent était déjà collectivement un mandat d'accroissement très faible de l'encours de dette. Ça, c'est un résultat aussi très important. Alors on a ensuite... Avec une bascule, je le précise quand même, entre les communes et les groupements à fiscalité propre. Hein. Il y a une prise, j'allais dire de pouvoir, ce n'est pas une prise de pouvoir, mais il y a une prise d'encours de dette du côté des groupements à fiscalité propre, alors que tu dis communes, une tendance à la diminution de l'encours de dette. Chaque territoire a vécu sa vie et doit vivre sa vie. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a vécu ça. Mais enfin, collectivement, c'est plutôt les groupements qui ont porté l'augmentation de la dette, comme les investissements pour partie. Et alors Thomas, ce qui est intéressant avec l'OFGL, c'est que tout le public peut accéder à ce site internet, dataofgl.org, qui permet de voir les disparités, parce qu'on vient de le voir, dans le macro, il y a du micro, et dans le micro, il y a des très grandes diversités, et on peut avoir des cartographies, et puis aussi des données commune par commune. Clément, vous avez raison. C'est-à-dire que derrière tout ce que j'ai dit, personne ne s'est totalement reconnu. Donc du coup, à l'Observatoire, avec Clémence Legrand et Clémence Bizot, on continue et on développe cette plateforme DataOFGL qui est libre d'accès, qui repose sur les données offertes et proposées par la DGFiP ou la DGCL et qui vous propose soit des jeux de données,
soit des data visualisations vraiment en libre d'accès. Cette carte-là, il faut 30 secondes pour la réaliser sur le site. Et puis vous pouvez la faire à l'échelle de votre région ou votre département. Ça, c'est la carte des encours de dette en pourcentage de recettes de fonctionnement, hein, le taux d'endettement, sur la France entière pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre. Et vous pouvez descendre en cartographie au plus fin. Mais vous avez aussi possibilité de faire de l'analyse comparative. Vous pouvez choisir votre commune, un groupe de communes, les communes de votre intercommunalité, les comparer aux communes. Notre concept, il est le suivant, c'est qu'on peut faire des analyses qui nous passionnent, avec lesquelles on peut discuter avec tout le monde partout en France. Mais la meilleure des analyses, c'est celle qui est faite avec celui qui a vécu ce qui s'est passé sur le terrain, pendant les mandats ou pendant le mandat précédent. Et qui sait exactement, dès que je quitte et que je vais dans une zone, mais ça peut être en Ile-de-France comme ça peut être dans l'Aisne, confronter ces chiffres et on arrive très souvent à croiser les informations avec la réalité du cycle d'investissement, du rôle du département et de la région, etc., parce qu'il y a les finances des départements et régions derrière aussi. Donc on bénéficie d'une rétrospective sur plusieurs années, hein, c'est l'avantage de l'OFGL. Un grand merci Thomas pour cette présentation très claire qui présente les grands enjeux financiers. Je vais tout de suite me tourner vers les coprésidents. Si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la parole. Alors, je vais me tourner vers la DGFiP et vers Éric Barbier afin de compléter ce propos avec la vision de la Direction générale des finances publiques. Nous accueillons donc Éric Barbier, je le présentais tout à l'heure, il est chef du service des gestions publiques locales et des activités bancaires et économiques à la DGFiP. Vous êtes accompagné de Thierry Maillot, qui est conseiller aux décideurs locaux. Merci d'être avec nous et on attend beaucoup de vous pour nous éclairer aujourd'hui sur plusieurs questions. D'abord, c'est important parce que vous êtes à la tête d'un réseau qui accompagne tous les élus locaux. On a vu que l'OFGL permettait aux élus locaux d'avoir des informations sur les finances, sur la fiscalité. Comment vous, à travers votre réseau, vous pouvez aider les élus locaux à comprendre leur situation financière ? Oui, merci de me donner la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être le plus concret, le plus pratique possible. Déjà, peut-être en apportant un complément par rapport à l'information qui a été donnée, puisqu'on est resté sur des chiffres qui sont à fin 2024. Et si vous vous référez notamment à la situation mensuelle des collectivités locales que nous venons de publier, la nouvelle qui est rassurante, c'est qu'on a quand même un autofinancement brut du bloc communal qui augmente, plus 13,5% sur un an pour les communes et plus 3,4% pour l'épargne brute sur des les chiffres EPCI. Provisoires de 2025. Donc ce sont des chiffres provisoires de 2025. À prendre avec prudence. Alors. Et quand on regarde la tendance de ces dernières années, généralement la tendance à fin octobre, elle était plutôt confirmée sur la fin de l'année et au moment de la clôture. Alors après, il y a comment on passe du macro au micro, puisque les situations sont disparates d'une collectivité à l'autre. Et là-dessus, c'est vrai que si j'avais un premier conseil à donner dans le cadre du nouveau mandat pour les nouveaux maires ou même pour ceux qui sont déjà en exercice, c'est d'avoir une connaissance actualisée et précise de la situation financière de leur collectivité. Et pour ça, il y a la possibilité auprès des conseillers aux décideurs locaux de se procurer les analyses financières qui sont disponibles, soit au niveau du budget principal, soit au niveau consolidé également avec les budgets annexes. Et c'est vrai aussi pour les EPCI, pour avoir la connaissance de la vision globale au niveau dépenses, avec l'agrégation territorialisée. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment indispensable parce que ça permet d'avoir l'image à un moment T sur la situation financière et fiscale de la collectivité. C'est indispensable pour déterminer le bon niveau d'autofinancement brut qui va être recherché durant le mandat, déterminer le bon niveau d'endettement aussi, les deux étant liés. Et il y a aussi certains maires, j'en connais, qui ont un pilotage, et je pense que c'est aussi une bonne chose, en rapportant la trésorerie par rapport au niveau de dépenses. Ça aussi, ça peut être un élément de pilotage qui est important et c'est vraiment indispensable aussi parce qu'il faut aussi se mettre dans l'hypothèse d'un effort prolongé dans le cadre du redressement des finances publiques et de contribution des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques. Donc on a bien compris votre message. Tous les maires qui sont présents ici dans la salle peuvent accéder à une analyse financière avec le conseiller aux décideurs locaux qui va leur expliquer
les grandes tendances. Ce mandat aussi actuel qui se termine, il a été marqué par beaucoup d'évolutions comptables, la généralisation de la M57, le compte financier unique et aussi la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics. Et dans le même temps, il y a des collectivités locales qui ont des difficultés à procéder à des recrutements sur des fonctions financières. Comment vous, du point de vue de la DGFiP, vous pouvez accompagner les collectivités locales sur ces défis? Quels conseils vous leur donnez? Alors vous avez raison de préciser qu'il y a un élément nouveau dans le décor et dans le paysage de la gestion publique, c'est le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Donc ça suscite des interrogations, mais c'est aussi, je pense, une vraie opportunité. C'est une opportunité pour développer la maîtrise des risques et le contrôle interne financier. Et là, si j'avais aussi un conseil à donner aux maires, c'est de regarder en particulier les sujets qui sont les plus à risque. Il y a bien évidemment le sujet des régies du secteur public local. Regardez également les régimes de rémunération. Je crois que l'achat aussi, c'est un domaine où les risques sont présents. Et puis il y a aussi, au regard des jurisprudences, le sujet de l'exécution ou de la non-exécution des décisions de justice. Et j'ajouterais que derrière la question aussi de la maîtrise des risques et du contrôle financier, il y a le sujet d'aller vers davantage de professionnalisation de la fonction achat et finance. C'est un sujet qui concerne toute la sphère publique, y compris d'ailleurs l'État, et ça concerne en particulier la sphère communale. On a tous en tête les sujets que vous avez de turnover, de difficultés de recrutement et de fidélisation sur les fonctions achat et finance. Et là-dessus, je pense qu'il faut aller plus loin en matière de mutualisation de ces fonctions achat et finance. Alors il y a plusieurs manières de mutualiser. Il y a mutualiser au niveau, bien évidemment, de l'EPCI. Certains d'entre vous le font déjà, notamment les villes-centres. Et puis, il y a aussi d'autres voies qu'il faudrait, je pense, explorer. C'est notamment peut-être s'inspirer de ce qu'on fait en matière RH avec les centres de gestion RH. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi créer des back-office en matière de fonctions achat et finances permettant de professionnaliser cette fonction et d'aller plus loin dans la mutualisation. Nous aussi, côté DGFiP, on a une offre de mutualisation avec les services facturiers. En tout cas, ça peut être un bon levier, cette mutualisation, pour aller plus loin en matière de maîtrise des risques et de maîtrise de la dépense également. Je pense que ça fait aussi partie des pistes à creuser pour avoir de nouvelles marges financières. Alors, il y a bien sûr toutes les revues de dépenses que vous pouvez faire à partir des bonnes pratiques qui existent dans des communes voisines. Et la presse spécialisée locale regorge de bonnes pratiques. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas un référentiel davantage partagé en la matière. Maîtriser la dépense, c'est aussi, je pense, avoir une bonne évaluation des projets d'investissement sur leurs coûts et aussi avoir une bonne évaluation des dépenses de fonctionnement qui vont être induites par ces projets d'investissement. Et puis, je crois qu'il y a un bon levier pour maîtriser la dépense aussi, c'est d'avoir une bonne connaissance de l'état de l'actif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet le plus sexy d'aller regarder l'état de l'actif, mais je pense que c'est vraiment important déjà de savoir ce que possède la commune. Ça permet d'identifier des immobilisations, des bâtiments, des matériels qui ne servent plus ou dont les coûts d'entretien sont très chers. Mais je pense que les élus vont être beaucoup plus sensibles quand même à un autre sujet qui sont les recettes. On a besoin de vous entendre. C'est quand même un vrai sujet, l'état de l'actif. Ça permet aussi d'aller plus loin dans la mutualisation de certains matériels. Je pense qu'on peut aller plus loin là-dessus. Et puis d'avoir aussi une bonne vision sur ce qui doit être assurable. Et je sais que l'AMF, la préoccupation des élus est très forte sur les risques majeurs. Et je pense que c'est un point qui est très important. Donc vous recommandez de bien connaître son patrimoine, si je ne parle pas de manière comptable. Donc il y a un autre sujet, c'est les recettes. Alors peut-être, avant de rentrer dans la fiscalité, parce qu'on va aborder la fiscalité, vous, de manière générale, dans une vue d'ensemble, quels conseils vous donneriez aux élus pour piloter les recettes d'une collectivité locale? Alors dans les recettes, il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Oui. Et c'est vrai que souvent, on oublie les recettes non fiscales. Et donc, si j'avais aussi un autre conseil à donner aux maires et aux futurs maires, c'est de réinterroger la tarification. Je crois qu'il y a d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes qui est très attendu sur le sujet. S'intéresser au coût de revient, s'intéresser au coût de la gratuité également. Je pense qu'il y a certainement des marges à trouver de ce point de vue.
Et s'intéresser à la recette non fiscale, c'est aussi s'intéresser au recouvrement des produits locaux. Et en la matière, je pense qu'on a collectivement, ordonnateurs et comptables, on a collectivement beaucoup de progrès à faire. On peut aller plus loin, notamment en matière de fiabilisation de la gestion des tiers. Là-dessus, on a des marges de progrès importantes à franchir pour fiabiliser nos mesures de recouvrement. Il faut aller aussi plus loin en matière de dématérialisation des factures locales qu'on envoie. Et on va tenter prochainement de généraliser notre fameux PES ASAP, le protocole d'échange standard sur les ASAP. Ça peut être une source d'économie aussi pour les collectivités locales, puisque ça vous permet de centraliser les éditions et l'affranchissement sur la DGFiP. Et puis, c'est aussi une offre de services nouvelle apportée aux usagers, puisque ces factures locales vont être prochainement mises en ligne sur l'espace particulier impôt.gouv.fr. Et c'est aussi passer des conventions de recouvrement avec votre comptable public pour bien cadrer les mesures de recouvrement, et bien évidemment aussi promouvoir et mettre en place PayFiP pour avoir des moyens modernes de paiement permettant d'accélérer également l'entrée des recettes pour les collectivités locales. Donc, je comprends bien qu'il faut, au-delà de titrer, bien vérifier qu'ensuite c'est payé et qu'il y a des améliorations sur le taux de recouvrement des recettes, notamment non fiscales. On va aborder la question de la fiscalité. Elle est d'actualité. Il y a encore eu des actualités ces dernières heures sur les bases fiscales. On y reviendra dans quelques instants. Mais peut-être, en prenant un peu de recul, il y a eu sur ce mandat la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, les élus, quel pouvoir ils ont sur la fiscalité? Quels conseils vous leur donnez pour qu'ils s'approprient le peu de fiscalité peut-être qu'il leur reste, si vous me permettez l'expression? Alors ça c'est le dernier conseil. Il y avait 6 conseils pour 6 ans de mandat. C'est vrai qu'il y a encore des marges sur la fiscalité, mais le conseil, c'est aussi d'y aller avec prudence, parce qu'on est quand même dans un contexte général. Alors ça dépend aussi des situations locales. Il y a des marges plus ou moins grandes en fonction des territoires, mais conseil de prudence, parce qu'on est quand même dans un contexte de surfiscalisation quand même des particuliers et des entreprises. Alors néanmoins, il y a des pistes à creuser. Une des pistes, c'est bien évidemment d'optimiser les bases fiscales. Il y a du travail à faire sur ce plan-là, à mieux les valoriser. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs outils qui existent. On a déjà les outils qui sont via les partenariats qui sont passés entre la DGFiP et les collectivités, soit les engagements partenariaux et puis les conventions de services comptables et financiers, où il y a des actions de diagnostic et de passage au crible de certaines valeurs locatives qui ensuite font l'objet d'examen par la CCID. Et puis on a un deuxième outil qui est la vérification sélective des locaux, qui se fait hors partenariat et qui permet, elle aussi, en fonction des signalements qui sont réalisés par les services d'impôt des particuliers ou même par les collectivités locales, d'aller regarder de près certains locaux pour ensuite faire des propositions de réévaluation auprès de la CCID. Alors, on parle de cette CCID, c'est la commission des impôts directs locaux. Comment bien l'animer? Comment réussir à trouver un bon partenariat avec la DGFiP pour qu'elle soit efficace? Parce que souvent, il y a des difficultés d'animation parfois au sein de certains territoires. C'est vrai que la CCID est vraiment un outil très utile qu'il faut pouvoir animer. L'occasion du renouvellement des mandats sera aussi l'occasion de renouveler ces CCID. C'est vraiment une instance qui est indispensable et qui peut être aussi complémentaire de certains observatoires fiscaux qui pourraient être davantage développés au niveau intercommunal. Ce sont notamment aussi ces CCID qui examinent les fameuses listes 41 qui sont présentées par la DGFiP pour signaler diverses modifications dans l'usage des locaux. Donc c'est vraiment un instrument qu'il faut aussi remettre en avant pour mieux exploiter toute l'information fiscale qui est communiquée par la Direction générale des finances publiques. Il y a peut-être un dernier conseil, c'est sur les politiques d'exonération. Est-ce qu'aujourd'hui, cette politique d'exonération, elles existent? Est-ce qu'il faut penser en début de mandat à les revoir?
Alors ça fait partie, de même qu'il peut y avoir des revues de dépenses, il peut y avoir aussi des revues d'exonération et d'abattement. En gros, alors parmi les outils dont on dispose, il y a ce qu'on appelle le catalogue de délibération. La DGFiP offre actuellement près de 200 modèles types de délibération, et sur ces 200 modèles de délibération, 70 portent sur des mesures d'abattement ou d'exonération. Donc là aussi, la DGFiP, les conseillers aux décideurs locaux sont à votre disposition pour regarder ces possibilités, qu'il faut aussi regarder avec prudence. Quand on voit l'expérience côté État et les difficultés qu'on peut avoir à revenir sur les niches fiscales, c'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'une fois qu'on a mis en place un abattement ou une exonération, il est souvent difficile de revenir en arrière. Mais ça fait partie des marges qui sont offertes. Et puis, dernière marge, mais c'est vraiment la marge de manœuvre de dernier ressort, c'est évidemment l'évolution des taux. Et là-dessus, nous avons aussi une offre de services, et les conseillers aux décideurs locaux sont là pour vous aider avec les services de fiscalité directe locale en DDFiP, pour simuler des scénarios d'évolution des taux ou de fixation de taux en fonction de produits attendus. Un grand merci, Éric Barbier, pour vos propos. Et donc, je me tourne vers les coprésidents de commission pour une première réaction. Merci à M. Barbier, qui est toujours très, très précis, évidemment. Et merci à Thomas Rougier, qui a posé un peu le cadre de notre réflexion. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu dans le mandat des politiques d'investissement dynamiques. On n'a pas trop recouru à la dette. Il faut dire aussi que les taux d'intérêt étaient très élevés. Beaucoup de collègues ont utilisé leur fonds de roulement. Donc ça ne sera pas éternel. Je pense que pour financer l'investissement, et c'est important, il y aura nécessité peut-être de souscrire à nouveau des emprunts. Et donc la question des taux d'intérêt est posée. Et puis d'autre part, l'autofinancement, on l'a vu, est menacé. Et là, ça nous ramène au sujet PLF, qui n'est pas le sujet de ce matin, mais que nous évoquerons à nouveau, bien sûr, demain notamment. Merci Thomas. M. Barbier a déjà indiqué un certain nombre de recettes techniques que nous connaissons, mais qu'il faut mobiliser. On aura ensuite, bien sûr, l'expertise de Philippe Laurent et d'autres collègues élus qui, à partir de leur situation locale, vont nous parler de cela et nous donner des idées pour améliorer notre gestion dans le prochain mandat. Je terminerai par un point qui me semble important et dont on n'a pas encore pris la mesure, effectivement. C'est M. Barbier qui l'a évoqué, c'est le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Jusqu'à présent, c'était la Cour des comptes jugeait les comptables. C'était les comptables. Et puis, il y avait la Cour de discipline budgétaire et financière qui, finalement, était assez peu active. Mais là, ça a changé. Et ça veut dire qu'il faut que tous les collègues élus soient extrêmement vigilants. Il y a eu, y compris dans mon propre département, des collègues maires, des gens vraiment honnêtes, rigoureux, qui se sont fait en quelque sorte piéger et qui ont été justiciables. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, attention à ne pas requérir sans bien y réfléchir le comptable public, et d'autre part à bien travailler avec les conseillers des DDFiP sur ces sujets. Des formations peuvent être entreprises au niveau départemental par nos associations en lien avec les directeurs départementaux des finances publiques, parce qu'il y a là effectivement une grande vigilance à avoir sur la gestion des deniers publics. Et encore une fois, on a changé depuis maintenant 2-3 ans de régime de responsabilité par rapport effectivement au juge financier qu'est la Cour des comptes. Donc ça, j'y insiste, c'est un sujet important. Je donne la parole à mon collègue et ami Emmanuel Salaberry. Merci beaucoup. J'allais rebondir effectivement sur cette chose-là. Attention, dans nos mairies, sont parfois organisés des versements de primes de départ à la retraite, des 13e mois, dont tout le monde ne conteste pas la légitimité, mais qu'on arrive souvent très difficilement à trouver l'existence au sein d'une délibération, même avant 1984. Et là, dans ces cas-là, n'oublions pas maintenant qui c'est qu'on viendra chercher en responsabilité. De toute façon, on vient toujours nous chercher en responsabilité d'une façon ou d'une autre. Ce que je voulais retenir, moi, de cette première partie de propos, c'est, vous appelez, mes chers collègues, aussi à une partie de vigilance. Ça a été rappelé, les finances sont saines, mais on voit avec une perspective inquiétante. N'oubliez pas que dans beaucoup de vos investissements, vous allez avoir des cofinancements de départements, de régions, de PCI qui ne connaissent pas une situation financière bien reluisante non plus. Donc d'être très prudent
dans les subventions à venir. On le sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut arrêter les machines à investissement du jour au lendemain. La problématique, c'est que si jamais on compte trop sur un financement européen, régional, départemental, on peut se retrouver avec un besoin de financement très fortement dégradé, et donc de vous attirer votre attention là-dessus. Je voulais aussi, sur le prix des services dont ça a été rappelé, ces produits fameux non fiscaux, je trouve, c'est une opinion assez personnelle, que notre pays est champion du monde du service public jamais cher. À un moment ou un autre, et certains de nos collègues en France ont rappelé que prendre un repas à la cantine, aller se baigner à la piscine, ça n'empêche pas les mairies de pouvoir faire des tarifs en fonction du coefficient familial, de faire de la justice dans les tarifs, mais à un moment ou un autre, et c'est là aussi, il peut y avoir aussi une réflexion à plusieurs communes, parce que dès qu'une commune augmente ses tarifs, forcément l'opposition ou parfois la majorité va aller regarder ce qui se passe à côté. On a quand même aujourd'hui, et vous aurez dans ces lignes-là, la possibilité de pouvoir vraiment vous interroger, et là aussi, certaines tarifications qui n'ont pas changé. On en parlait avec Philippe depuis le franc Poincaré. Je ne sais pas si jamais c'est aussi ancien que ça. Dans toutes les tarifications, vous n'allez pas trouver des lignes à plusieurs centaines de milliers d'euros là-dessus, mais à un moment ou un autre, il est logique, un peu comme le font les bases fiscales que l'on connaît chaque année, de pouvoir les augmenter. Et de vous rappeler également que vous avez parfaitement l'autorisation, dans la délibération, une des premières, de fixer les conditions de la réévaluation chaque année en fonction d'indices de prix, comme le font tous les soumissionnaires aux appels d'offres. Vous savez, on a des prix qui sont datés d'une année et qui arrivent l'année d'après, de manière à le faire une fois et le faire réévaluer. Donc réévaluer une fois si jamais vos tarifs sont pertinents et les faire augmenter à chaque fois de l'inflation, parce qu'on sait ces tarifs coûtent de plus en plus cher. Un dernier point qui a fait l'objet, on en parlait, d'une actualité, on verra ce que ça va donner, mais vous avez peut-être vu une bonne nouvelle du côté peut-être de la qualification de certains locaux pour la taxe foncière. Il semblerait que les services de Bercy nous préparent, ça fait l'objet d'articles ce matin, ça représenterait un demi-milliard d'euros dans les collectivités, en fait, de faire en sorte que tous les locaux soient considérés comme étant équipés de tout ce qui est du confort moderne, le robinet, etc., etc. Charge aux propriétaires, finalement c'est une inversion de la charge, c'est-à-dire le fait de dire non, mon appartement n'a pas les toilettes dedans, etc., etc. Donc ça ne va pas rapporter des milliards d'euros, en tout cas pas dans chacune de vos collectivités, hélas, mais en tout cas ça sera aussi un point intéressant. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire dans les associations départementales, cessons de croire qu'il existe des lignes magiques que personne n'aurait eu l'intelligence de voir avant vous. Il existe cette somme de petites choses qui ne seront jamais à même de venir contrer la mise à mal budgétaire au niveau national, mais qui peuvent quand même dégager des marges d'autofinancement et aussi faire en sorte que vos tarifs ou différentes choses soient tout simplement en accord avec l'année 2026 et les suivantes. Merci beaucoup, messieurs les coprésidents. Je me tourne vers vous, Philippe Laurent. Vous êtes maire de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Et je vais vous donner la parole sur un point qu'on n'a pas du tout abordé, ou de manière limitée, c'est les ressources humaines et l'impact des ressources humaines sur les finances. Monsieur Philippe Laurent, vous avez la parole. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de m'avoir invité à ce forum. Je constate à la fois avec plaisir, mais aussi je pense que ça marque aussi une forme de préoccupation et d'inquiétude de la part des uns et des autres. Donc votre très nombreuse présence, hein, là, il faudra refaire ce débat dans le grand forum l'année prochaine. Hein, donc sur ces questions. Peut-être avant de répondre à votre question, juste deux petites remarques sur ce qu'a présenté Thomas et sur la question de la conjoncture, en fait. Pour vous dire qu'il faut être extrêmement attentif au fait qu'on communique aujourd'hui, il est communiqué aujourd'hui, d'ailleurs Éric Barbier l'a fait, sur finalement une situation globale, parce que les situations sont de plus en plus différentes, hein. Une situation globale qui serait finalement assez satisfaisante, hein, avec une augmentation à nouveau prévue en 2025 de l'épargne brute, etc. Mais ce que je voudrais vraiment bien dire, c'est qu'il y a dans nos collectivités locales, et particulièrement dans les communes et dans les intercommunalités, qui sont souvent maîtres d'ouvrage des équipements construits et entretenus, il y a quand même une certaine rémanence. Je m'explique.
L'année dernière, nous avons appris, donc avec certains déplaisirs, donc les ponctions ou la non-indexation d'un certain nombre de choses. Et nous avons, pour un certain nombre d'entre nous, payé le délico. On a subi le gel de la TV, enfin, du produit de TVA sur les intercos, etc., etc. Et puis, on se prépare pour 2026 à la même chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les investissements de l'année N+1, N+2 vont forcément baisser. Parce que, comme vous le savez, les uns et les autres, parce que les uns et les autres, vous construisez, pas forcément tous les ans, mais régulièrement, eh ben, on sait bien que pour construire un équipement, ou même pour procéder à un gros entretien d'équipement, dès lors qu'il y a besoin de permis de construire, etc., ben, ça prend du temps. Construire un équipement nouveau, c'est 4 à 5 ans, entre le moment où vous décidez et le moment où il est livré. Et donc, naturellement, vous apprenez de mauvaises nouvelles pour l'année N+1, vous êtes en train de construire, vous n'allez pas arrêter le chantier. Donc, on termine le chantier. En revanche, ce que je sais, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre vous, c'est que des projets que vous pouvez avoir en tête, par exemple pour le prochain mandat, qui démarreraient par exemple en 2025, enfin en 2026 ou en 2027, vous allez hésiter à les faire, ou en tout cas vous allez retarder. Et donc ça veut dire que la diminution des investissements des collectivités, on va la subir et on va la constater, j'en suis en tout cas persuadé, à partir notamment de 2027. Voilà, parce que ce sont des décisions qu'on prend maintenant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est d'ailleurs, mon raisonnement est d'ailleurs corroboré par le fait qu'on a constaté qu'en matière de travaux publics, et la Fédération des travaux publics d'ailleurs l'a communiqué, eh bien la baisse était déjà là. Ça veut dire notamment en matière d'entretien de voirie. La baisse était déjà là parce qu'évidemment, c'est plus facile de suspendre des travaux de voirie. On ne les fait pas. Il n'y a pas, voilà, on ne les fait pas. C'est plus facile de faire ça que de suspendre évidemment un chantier en cours pour lequel la communication a été faite, qu'il y aurait ouverture de tel ou tel bâtiment, d'un gymnase, d'une crèche dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Donc ne nous fions pas forcément à l'impression à l'instant T, mais essayons de voir ce que ça donnera dans 2 ou 3 ans en fonction des décisions qui nous sont annoncées et du contexte qui nous est annoncé donc aujourd'hui. Le deuxième sujet sur la conjoncture, Emmanuel en a parlé, mais je crois que c'est très très important. Je pense qu'on peut-être il faut mesurer, et les élus, les maires le savent dans les départements, il faut mesurer le rôle que jouent les départements dans le financement des équipements et des investissements communaux. C'est un rôle très important. Le département a vraiment un rôle de péréquation départementale, enfin sur son territoire. Et aujourd'hui, vous êtes aussi bien placé que moi, sinon mieux pour le dire, aujourd'hui, eh bien, les départements sont amenés, compte tenu de leur manque total de flexibilité fiscale notamment, et puis du fait qu'il y a, comme vous le savez, les gels de transfert de TVA, eh bien, ils sont amenés à peu rogner sur leur politique d'accompagnement des communes. Donc ça va être un vrai sujet pour beaucoup de communes, et notamment pour les communes rurales. Ça va être un vrai sujet. Faut pas, je le dis pour les élus des grandes villes et pour les élus, par exemple, de la région parisienne, etc. C'est un sujet très, très important dans notamment les départements ruraux et pour les petites communes. C'est ce rôle du département qui est très important et qui, malheureusement, va être amené à diminuer, non pas par une volonté politique, mais simplement par la contrainte budgétaire très forte qu'il y a sur les départements. Sur la fonction publique territoriale, alors vous le savez, donc nous avons beaucoup de préoccupations. La fonction publique territoriale, c'est pratiquement 2 millions d'agents. 2 millions d'agents, 3 quarts fonctionnaires, 1 quart contractuels. 2 millions d'agents qui font un travail remarquable, qui sont extrêmement engagés pour leur collectivité et pour leurs communes. Uniquement les communes, c'est 1,3 million. Donc les communes sont très majoritaires en tant qu'employeurs territoriaux. Beaucoup d'agents de catégorie C qui sont qui ont une rémunération qui est évidemment relativement faible, sur lesquels il y a pèse un certain nombre de sujets. Le maintien dans l'emploi, avec l'augmentation de l'âge et le recul, alors maintenant suspendu, mais enfin bon, départ à la retraite de plus en plus tard, avec aussi
des questions concernant la protection sociale complémentaire. Et vous savez que là-dessus, un travail très important a été fait entre l'ensemble des employeurs territoriaux et les organisations syndicales pour signer un accord en 2023, accord dont nous espérons qu'il sera enfin validé législativement, sinon d'ici la fin de l'année, mais en tout cas début 2026, c'est en cours au Parlement, mais il a fallu énormément de travail pour le faire. Avec évidemment la question de la CNRACL. Chacune et chacun d'entre vous sait ce qu'il en est. La CNRACL a été littéralement spoliée depuis le début, parce qu'elle a servi de caisse d'amortissement pour beaucoup d'autres régimes de retraite. Vous savez combien la CNRACL a payé depuis le début de son existence? Presque 100 milliards d'euros pour équilibrer les autres régimes. Et aujourd'hui, c'est vrai que la CNRACL est dans une grande difficulté. D'abord parce qu'elle paye un certain nombre de choses qui, pour les autres régimes de retraite, sont payées par la solidarité nationale. Je pense notamment à l'invalidité. Donc elle paye des choses que les autres régimes ne payent pas. C'est un peu de notre faute, nous, élus locaux, parce qu'on est associés à la gouvernance de la CNRACL. On ne s'en est pas suffisamment préoccupé. Nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme il y a une dizaine d'années, quand l'équilibre du régime commençait à être difficile. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, naturellement, la CNRACL est en grande difficulté, liée notamment, évidemment, à la dégradation du rapport entre les cotisants et les retraités, naturellement, mais aussi parce qu'il y a eu tous ces prélèvements qui ont été faits. Donc, des rapports ont été établis. Un rapport a été établi notamment qui a proposé un certain nombre de mesures qui permettrait d'alléger un peu le déficit actuel et à venir de la CNRACL, de la caisse de retraite. Ce rapport a été appliqué effectivement par le gouvernement, mais pour une seule de ses propositions, c'est la hausse du taux de cotisation. Et comme vous le savez, 3 points par an pendant 4 ans. Nous, on l'a déjà subi donc, en 2025. Et a priori, ça continuera en 2026 parce que ce sont des textes réglementaires. C'est un décret. Alors la loi peut évidemment dire que l'augmentation est suspendue. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons demander tout à l'heure, cet après-midi, avec les présidents de la délégation aux collectivités locales de l'Assemblée et du Sénat, tout à l'heure, à 14h30, tout à l'heure ici. On va demander ça. Mais il est probable que nous ne serons pas entendus. Alors, nous avons demandé simplement qu'il y ait un travail beaucoup plus approfondi sur le régime de retraite de l'ensemble des agents publics. Parce qu'il y a la CNRACL, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a l'IRCANTEC pour les contractuels, il y a le régime général aussi pour les contractuels, et puis il y a enfin le régime additionnel de la fonction publique, donc les cotisations payées et les retraites versées sur les primes. Et donc on a demandé qu'il soit clairement mis sur la table l'ensemble des flux financiers qui concernent véritablement la retraite, les cotisations payées par les agents et les cotisations payées par les employeurs, la retraite des agents publics territoriaux et hospitaliers, puisque vous le savez, la CNRACL, ça concerne à la fois la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Et puis enfin, plus globalement, je dois vous dire que nous sommes préoccupés par l'attractivité de la fonction publique territoriale. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais nous avons quand même une difficulté aujourd'hui à recruter dans un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs en grande tension. Je pense à l'animation, je pense à la petite enfance, mais il y en a d'autres aussi, des métiers plus techniques, les finances aussi, la comptabilité. Nous avons des difficultés à recruter et il est à peu près évident que ces difficultés à recruter ne sont pas seulement liées aux questions de rémunération, mais elles le sont quand même. Elles le sont quand même, avec donc des rémunérations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont très faibles dans la fonction publique territoriale, notamment par rapport aux 2 autres versants de la fonction publique. Et donc, il y a une réflexion à avoir. Nous aurons une réflexion à avoir, qui est une réflexion nationale, qui n'est pas seulement liée aux collectivités. C'est quel service public demain nous voulons, quel est le prix à payer pour ces services publics et quels agents publics pour rendre ce service public. Et la question de la rémunération, c'est une mauvaise nouvelle, mais je suis obligé de le dire, la question de la rémunération, elle sera forcément mise sur la table. C'est une question aussi de choix de société, comme quoi on peut partir de questions techniques et aboutir quand même à des questions de choix de société. Tout ça est quand même aussi très politique. Merci beaucoup Philippe Laurent pour votre intervention.
Nous arrivons au terme de cette première séquence et je vous propose de donner la parole à la salle. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main et un micro va venir. Y a-t-il des questions? Alors, une question ici. Il y a également une question au fond de la salle. Merci. Oui, ben moi je reviens toujours sur les problèmes de fiscalité. La loi de finances, encore 2026, institue bien sûr le DILICO qui nous pénalise énormément. Ensuite, il y a le FPIC qui a augmenté fortement. Moi, je veux bien être solidaire. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, certaines communes ont la DGF, ce qu'on appelle négative. Alors là aussi, soi-disant, pour le redressement des comptes publics. Mais on ne fait que chaque année redresser les comptes publics. Eh bien, je trouve anormal qu'on n'ait pas encore réussi à demander au Parlement de supprimer la DGF négative. Qu'on n'ait pas de DGF, je l'entends, mais qu'en plus on nous donne une DGF négative, alors là ça ne va pas. On arrive bientôt, j'ai écrit au président l'ISNAR, on ne m'a toujours pas répondu, mais c'est le ministère des Finances, et il y a la DRFIP qui est là, j'aimerais bien aussi qu'ils répondent. On va arriver bientôt, moi dans ma commune, à avoir plus de prélèvements supérieur aux 2% des recettes de fonctionnement. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, alors là, je m'adresse à la DRFIP. Je suis membre de l'Association des maires du Rhône. Et dans le Rhône, on a énormément de difficultés avec les trésoreries. Il y a un manque de personnel. Les mandats sont payés 2 mois après. Enfin, c'est insupportable. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de voir le délégué régional finances publiques. On a un petit peu amélioré les choses, mais c'est récurrent. Donc là aussi, il y a un gros problème. Et c'est pas admissible. En particulier, quand on investit, les entreprises, il faut les payer. Et aujourd'hui, il y a certaines entreprises, à cause de ça, qui sont en liquidation judiciaire, avec, bien évidemment, le problème de l'emploi et tout ça. Donc là, j'attire votre attention sur ces difficultés majeures. Merci. Alors, je précise que Max, qui est le maire de Limonest dans le Rhône, qui vient de s'exprimer, est un membre très studieux de la Commission des finances. Il vient à toutes nos réunions et je le remercie depuis pas mal d'années. Il a évoqué 2 sujets. Sur la DGF négative, la position de l'AMF est claire. Nous considérons que c'est une anomalie et que cela devrait être remis en cause, supprimé. Donc cette position est connue, mais il est vrai que ça dure. Et je peux comprendre que cette masse de prélèvements crée non seulement une irritation, mais une grande colère chez les élus qui sont concernés par cette mesure que je trouve effectivement excessive et incompréhensible. Ça, c'est le premier point. Le second, alors ça dépend des départements. Nous payons les conséquences du plan de 2021. À l'époque, donc, je crois que le ministre, d'ailleurs, c'était M. Darmanin, ministre du Budget, il y avait eu des fermetures massives de trésorerie, des suppressions de milliers d'emplois. Ce plan qui avait été de façon ironique, je crois appelé plan de proximité, était en fait un immense plan social. Et donc dans tous les départements français, nous l'avons vécu et nous en mesurons les compétences. La compétence des agents des DDFIP n'est pas en cause, ils sont très remarquables. Mais évidemment, voilà, lorsque pour des raisons idéologiques on supprime massivement des emplois publics, ça peut produire cela et nous vivons tous la conséquence de ce plan de 2021, si je me souviens bien. Voilà, je ne vais pas être plus long. Alors peut-être on va laisser réagir la direction générale des finances publiques. Oui, merci. Je voulais effectivement apporter un complément sur 2 points. Le premier point sur les délais globaux de paiement. C'est bien évidemment un sujet que nous suivons de très près et ça fait partie de nos objectifs. Alors il y a des situations qui sont locales, mais au niveau national, je voudrais juste rappeler que les délais globaux de paiement dans la sphère publique locale sont de façon macro bon. On est sur une moyenne de 20 jours pour le délai global de paiement et avec un délai du comptable qui est en moyenne de 4 jours. Alors après, il y a effectivement parfois des dépassements liés à des situations locales et j'aurai l'occasion de demander des éclaircissements au directeur régional des finances publiques du Rhône. Et puis, il y a aussi des sujets sur lesquels nous avons parfois des problèmes, notamment sur des dépenses plus complexes qui sont des dépenses de marché. Et
nous suivons aussi cette évolution via un autre indicateur qui est le taux de dépassement pour regarder le nombre de mandats qui effectivement dépassent le délai de paiement, parce que ça nous permet aussi de mettre des coups de sonde pour voir là où sont les problèmes. Ensuite, sur le nouveau réseau de proximité, moi, ce que je voudrais juste signaler, c'est quand même le bon taux de satisfaction général des élus locaux par rapport au service qui est rendu. Nous avons un taux de satisfaction vis-à-vis des conseillers aux décideurs locaux. Ça faisait partie des points positifs de ce nouveau réseau de proximité qui est très élevé, c'est 92%. Et un taux de satisfaction également du service rendu par les services de gestion comptable qui est de l'ordre de 86%. Et ensuite, la dimension proximité, notamment vis-à-vis des usagers, on l'a mise en place au travers de tous les points d'accroche qu'on peut mettre à disposition des usagers, soit via les maisons France Service, soit aussi pour le paiement via les buralistes. Donc vis-à-vis des usagers, nous n'avons pas perdu en proximité. Et vis-à-vis des collectivités locales, j'ai aussi plutôt tendance que la nouvelle offre de services qu'on a mise en place, notamment via les conseillers aux décideurs locaux, on en a aujourd'hui 904, ça n'existait pas avant le nouveau réseau de proximité, que cette offre de services est également très appréciée. Merci beaucoup Éric Barbier pour ces précisions. Oui, alors deux observations. Nous savons que l'administration des finances publiques est une bonne administration. Hein, mais il peut y avoir, et les collègues sont là pour ça, et vous allez, Monsieur Barbier, vous renseigner, des difficultés ponctuelles. Hein. Mais il y a quand même un sujet, parce que ça va être évoqué, je le dis, qui ne va pas du tout, c'est la taxe d'aménagement, hein, bien sûr. Alors on vous a reçu, donc certains de vos collègues sont venus à la commission des finances, et puis on a même fait un webinaire qui a été suivi par des milliers d'élus. Ça, on le dit parce qu'on ne voudrait pas que le même sort arrive également sur d'autres instruments fiscaux. Nous parlons ici de la taxe de séjour. C'était des impôts qui étaient perçus par la DDT, ils ont été transférés. Ça ne va pas du tout, le fait générateur a changé, puisque maintenant c'est la fin des travaux. Alors, pour être un peu caricatural, on ne voudrait pas être dans une situation à la grecque, où les travaux ne se terminent jamais. En tout cas, aujourd'hui, en flux comme en stock, il y a des pertes de recettes et c'est vraiment le sujet pour les collègues. Je sais que vous y travaillez, hein, vous étiez présent à mes côtés l'autre jour, mais vraiment, il nous faut des retours et des progrès très importants sur ce sujet. Après, Rome ne sait pas construire un jour, mais là, ça marchait bien et on a substitué à un système qui marchait bien, un système qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. Vous nous avez dit que d'ici quelques mois, la situation allait se redresser. Et il faut à la fois qu'en stock et en flux, ça se redresse parce que nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver de telles recettes dans le contexte actuel. Je voulais le dire, hein, quand même un sujet que vous connaissez, la taxe d'aménagement. Un message d'alerte. Et donc, on redonne la parole à la salle. Madame, vous réagirez après. Bonjour. Je me présente. Je suis Marie-Emmanuelle, à Técorum. J'accompagne la ville de Pointe-à-Pitre. Le maire est là, Harry Durimel. Donc ma question est simple. Comment faire pour emprunter lorsque la situation est tendue dans une collectivité ou qu'elle est en déficit? Juste pour illustrer mon propos, la commune de Pointe-à-Pitre était en déficit de 75 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est quasiment à l'équilibre, mais c'est une situation qui reste fragile. Nous avons mis en place tous les leviers qui ont été évoqués, levier de fiscalité. Comment baisser la pression fiscale? Ça veut dire moins de recettes. Nous avons utilisé le levier tarification, mais quand on a un tissu social qui est fragile, comment augmenter la tarification? On a mis en place la stratégie RH qui visait à optimiser, maîtriser la dépense RH. On arrive aux limites. Comment fait-on alors même qu'au cours de ce mandat, le maire a fait des sacrifices parce qu'il n'a pas pu investir, il fallait assainir. La seconde mandature qui s'ouvre, il faudra investir. Et je suis de celles qui pensent que pour investir, il faut emprunter. Et donc, comment emprunter lorsqu'on est en situation financière difficile? Merci. On va prendre une autre question au fond de la salle. Oui, et puis on va faire des réponses groupées. D'accord. Bonjour, Aurélie Texera, maire de l'Istrac Médoc. Je reviens sur... J'avais demandé la parole avant, mais c'était également sur la taxe d'aménagement. Je prends l'exemple de ma petite collectivité pour que vous ayez des chiffres en tête. À l'échelle de ma commune, normalement, on perçoit environ 90 000 euros par an de taxe d'aménagement. Aujourd'hui, je suis à 18 000 et on n'a aucun moyen d'aller la lever, cette taxe.
Donc c'était ça. L'exemple est très concret. Merci beaucoup, Madame le maire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière question, monsieur, et puis après, on donne la réponse. Monsieur, je vous donne le micro. Bonjour, Christophe Manas, maire de Cornia d'Elvercol dans les Pyrénées-Orientales. Une question très simple. Est-ce qu'il y a des stratégies pour inclure la demande de subvention dans une période où on nous a dit que les collectivités, départements, régions sont un peu tendues? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, une stratégie pour l'intégrer? Est-ce qu'il faut programmer de tout financer soi-même et on se dit que ça sera une bonne surprise? Est-ce qu'on intègre un certain pourcentage? Voilà, je vous donne la parole. Eh ben, merci pour toutes ces questions. Je donne la parole dans un premier temps à nos experts, puis après à nos présidents de commission. Oui, je voulais juste de mon côté apporter un complément sur le sujet taxe d'aménagement, un sujet qui est suivi de très près et qui mobilise beaucoup de services de la DGFiP, pour dire que la baisse actuelle de la recette n'est pas seulement due au changement de procédure. La baisse, elle est d'abord et avant tout liée à l'effondrement du marché de la construction. C'est moins 31% au niveau national entre 2022 et 2024. Donc forcément, ça se ressent sur les recettes qui sont perçues par les collectivités locales. Et dans un contexte aussi où il y a beaucoup moins de grands projets qui sont aussi l'objet d'acomptes en termes de paiement. Donc il y a un stock, on le sait, un stock du côté des DDT qui gérait la procédure jusqu'à une certaine période, stock de notre côté, et vraiment nous sommes très mobilisés. Et là-dessus, je crois que les associations d'élus reconnaissent l'effort qui est fait par la DGFiP pour faire en sorte que ce stock soit résorbé au plus vite et que vous ayez les recettes dans les meilleurs délais. Mais c'est vrai que la cause numéro 1, c'est d'abord et avant tout aussi l'effondrement du marché de la construction. Oui, pour répondre aux deux autres questions, une affirmation plutôt par rapport à la santé de nos amis et collègues d'outre-mer. L'AMF, très souvent, rappelle la situation très particulière de l'outre-mer. Et notamment aussi l'impact d'un certain nombre de décisions dans le PLF qui rend beaucoup plus difficile, notamment l'accès au fonds FEDER pour permettre de cofinancer tout cela. Donc Antoine pourra en parler plus précisément. À partir du moment où vous avez tout listé, que vous êtes dans une situation financière, ça paraît très compliqué, si ce n'est d'avoir des mesures très spécifiques par rapport à l'outre-mer, dont on sait particulièrement qu'il y a des choses particulières par rapport à l'investissement qui doivent être fait. En tout cas, soyez sûr qu'à chaque fois que l'on a une intervention auprès du Sénat, du Parlement, on rappelle aussi, parce que c'est souvent assez méconnu, qu'un certain nombre de mécanismes non seulement pénalisent l'outre-mer comme les communes d'outre-mer comme n'importe quelle autre commune, mais en plus raréfient l'accès pour elles aux éléments de subvention du FEDER. Par rapport à votre question, monsieur, je vais juste vous donner mon expérience parce que c'est très compliqué. Je pense que sur le mandat qui arrive, il est sage quasiment d'espérer des subventions quasi nulles, ou en tout cas de ne pas, oui, mais il y a un moment ou un autre, c'est aujourd'hui compter sur des éléments qui changent chaque année, avec des paiements. Je pense qu'il faut y faire très attention et surtout faire toujours attention sur des multiples investissements quand ils sont là, de pouvoir ne pas forcément affecter une opération, une subvention en particulier, de manière à se dire que les bonnes nouvelles pouvant compenser les nouvelles, mais je pense qu'on va avoir plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Attention, on est toujours sur un cycle relativement haut de taux d'intérêt, avec un accès au crédit qui est très compliqué. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des opérations qui ne pourront pas se faire s'il n'y a pas de subvention. En revanche, il est très important demain de se projeter sur le fait que nous n'aurons plus accès à un niveau de cofinancement auprès des régions, de l'État, de l'Europe, des fonds verts et autres, comme on l'a connu sur les années précédentes. On le rappelait, déjà sécurisons les investissements qui sont déjà lancés et pour lesquels on a déjà des mauvaises surprises. Surtout, et je pense qu'il va falloir quand même qu'on se pose la question dans les leviers, c'est comment fait-on demain, et ça c'est un chantier dont on ne parle pas assez parce qu'il est souvent trop technique, pour que nous puissions acheter moins cher. Et de manière à ce que l'investissement demain, pourquoi doit-on payer? Hier, le président parlait de 20%. Moi, j'ai fait un calcul. Une école aujourd'hui coûte à peu près 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une vraie problématique sur le coût de l'investissement. Et indépendamment de ça, on en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui. N'oublions pas qu'à travers les stratégies d'achat, il y a aussi des économies qui ne sont peut-être pas des lignes fiscales ou des subventions, mais qui nous permettent de limiter la hausse et en plus de maîtriser un peu plus le coût final.
on est dans un environnement quand même qui est particulièrement compliqué. Donc moi, je ne peux recommander qu'une extrême prudence sur les éléments de subvention. Et ça vous permettra d'avoir un compte administratif bien meilleur que ce que vous aviez proposé, et donc de dire que vous êtes un excellent gestionnaire. Donc c'est pas plus mal, si vous faites d'une pierre deux coups. Oui, alors pour compléter les propos d'Emmanuel sur les Outre-mer, donc l'AMF a toujours été très mobilisée. Le maire de Fort-de-France est souvent à la commission des finances, Didier Laguerre, et puis également la maire en Guyane de Saint-Laurent-du-Maroni est très présente, et d'autres aussi. C'est certain qu'il y a une situation très très particulière, très, très difficile. Lorsque la DACOM a été revue, ça a été enveloppe égale. C'est-à-dire que l'AMF a soutenu la revalorisation de la DACOM, mais c'est le reste des collectivités qui l'a financé, ce n'est pas la solidarité nationale. Dans le PLF qui est devant nous, l'un des programmes qui subit avant examen au Sénat le plus de coupes, c'est l'outre-mer. C'est l'outre-mer. Et puis il y a aussi bien sûr le problème des bases, qui est souvent plus compliqué dans les territoires ultramarins qu'ailleurs. Donc je comprends bien que l'accès au crédit est un problème particulièrement important, d'autant plus, on l'a dit, que les taux d'intérêt restent élevés. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend des collectivités, mais on est encore à des 3,60 sur du 15 ans, du 18 ans. On est sur des taux très élevés. Donc ça, c'est le premier sujet. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment la mesure, et les pouvoirs publics, des difficultés particulières et du soutien que doivent avoir nos collègues d'outre-mer. Alors sur le sujet de l'investissement, là aussi je parle du PLF, alors, il y a une véritable arnaque, c'est le FIT, le nouveau fonds d'investissement territorial. Alors on propose la fusion de la dotation politique de la ville, qui risque d'être complètement écornée, et qui concernait quelques dizaines de communes ayant notamment des QPV, plus bien sûr des CIL, des ETR, et évidemment le produit diminue fortement. 200 millions d'euros de moins à ce stade. Et puis le fonds vert est massacré. Donc c'est très préoccupant. Alors, on le sait, dans le temps, moi quand j'étais jeune maire, j'avais ce qu'on appelait le conseil général, maintenant j'ai la collectivité européenne d'Alsace, qui nous aidait sur la voirie à 28%. Maintenant, ils ne peuvent plus. La région n'a jamais vraiment accompagné, hormis dans les politiques sectorielles, parce que c'est une collectivité plus jeune. Donc finalement, si l'on laisse de côté, il ne faut pas louer l'Europe, parce qu'il peut y avoir des programmes européens, même si c'est parfois compliqué en gestion, il reste les fonds de l'État. Et donc effectivement, Emmanuel a raison. Ce qui est prévu dans le PLF et que nous allons combattre avec la plus grande énergie, c'est une baisse de l'accompagnement de l'investissement public local. Et évidemment, tout cela est contre-productif au plan économique. Donc je ne peux que confirmer ce qu'il a dit. Soyez extrêmement prudents. Et puis ensuite, en appliquant ce principe de prudence, on sort toujours un petit peu par le haut. Voilà. Attention, pardon, à vos profils d'emprunt également. Quand c'est que vous allez terminer peut-être le remboursement de certains emprunts, et n'hésitez pas à venir vers vos associations départementales, plein de choses, par rapport aux choix très compliqués que l'on a aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque sur laquelle les taux fixes étaient un élément très simple à avoir, on ne se posait pas la question, et là, il commence à y avoir, selon les levées de fonds, selon le montant, selon tout ça, n'hésitez pas à solliciter les services de l'AMF. Alors, évidemment, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Ces choix-là, c'est comme n'importe quel particulier, entre un taux fixe, un taux variable ou un mélange des deux. Il va y avoir une stratégie et des choix politiques à faire sur vos emprunts, sur ce mandat-là, qui vont être sûrement plus compliqués que ceux que l'on a connus lors du précédent mandat. Évidemment, on vous reprochera toujours de ne pas avoir forcément choisi le bon. Attention également à l'accès au crédit avec d'autres personnes qui vont vous expliquer qu'ils ont trouvé le produit miracle qui n'existe jamais. Attention à vous lever le fond. On est tellement dans un environnement international et national dégradé que la prudence consiste aussi, indépendamment des subventions dont on a parlé, à faire très attention à son profit d'emprunt, parce que ce sont ensuite, vous le savez, des dépenses de fonctionnement qui pèsent très lourd dans nos comptes publics. Un grand merci. Nous terminons donc cette première séquence. Nous ouvrons la deuxième séquence avec des retours de terrain. Nous irons dans quelques instants dans le Nord avec la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Bernard Saudou, président de l'agglomération et maire d'Aulnoy-Emery, nous expliquera comment construire un pacte financier fiscal solide sur un territoire industriel. Nous irons ensuite dans les Pays de la Loire avec Claire Thévenot, maire de Puceul et président de cette communauté de communes de Nozay. 15 000 habitants, 7 communes. Vous nous direz comment on instaure un pacte de confiance. Et puis nous poursuivrons à Grand Paris Sud avec Michel Bisson. Vous êtes maire de Lieusaint et président de cette communauté d'agglomération. Nous reviendrons sur plusieurs enjeux avec vous.
la fusion de 4 intercommunalités et également la création d'un service commun. Mais tout de suite, j'appelle Bernard Baudu à nous rejoindre. Alors, il vous faut un micro en revanche. On va le prendre à la DGFI. Est-ce que... Ah non. Ah voilà, on va le prendre là. C'est encore mieux. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur un territoire spécifique. 43 communes, parlez-nous un petit peu de votre territoire. Écoutez, c'est un territoire industriel qui a beaucoup souffert, puisqu'on a assisté à cette grosse désindustrialisation des années 70-80. C'est un territoire qui est à la fois rural et urbain. On a à la fois des toutes petites communes rurales et on a la commune de Maubeuge qui fait 30 000 habitants. Donc c'est un territoire assez intéressant d'ailleurs pour savoir comment, entre l'urbain et le rural, comment on peut faire travailler tout le monde ensemble, arriver à avoir un projet commun et que finalement on s'aperçoit que les capacités des uns et des autres viennent rendre ce territoire plus attractif. Alors, il y a une spécificité, c'est que votre communauté d'agglomération, vous l'avez créée il y a quelques années, mais que c'est un territoire industriel. Et vous m'avez dit que ce caractère de territoire industriel, ça crée des difficultés. Est-ce que vous pouvez les expliciter à l'Assemblée ? Ce territoire industriel a des difficultés parce que l'État l'a voulu, parce qu'il n'en avait pas, sauf la crise économique qu'on a vécue, mais sur le plan de l'agglomération, c'est quand on a réformé complètement notre taxe professionnelle, et que donc on est en 2011 et que les territoires industriels ont eu des bases qui ont été énormément diminuées avec quelque chose qui n'était pas idiot, il faut le dire, puisque c'était la volonté de transférer un certain nombre de bases industrielles sur des bases de bureaux ou de grandes surfaces, donc un meilleur équilibre, ça pouvait se tenir, mais c'est ce qui fait que nous aujourd'hui, on a une compensation qui est de 30 millions d'euros. Et que on a déjà perdu à l'époque parce que depuis 2011, cette recette, ces compensations n'ont jamais été revalorisées. Et elles ont eu tendance plutôt à diminuer. On les diminue, donc on est à la double peine, si ce n'est pas la triple peine. Et moi, je le dis, on va nous faire mourir. Parce que si la volonté de l'État s'est allée à la suppression complète des compensations, on ne peut pas tenir. Et il y a un certain nombre... On n'est pas les seuls, puisque avec l'intercommunalité, les intercommunalités de France, on y travaille. Il y a 23 ou 24 intercommunalités qui sont dans cette situation. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau de Bercy, on ne regarde qu'une seule tête. On ne regarde pas les particularités, alors que c'est eux, dans leur choix et dans leur stratégie avec la DGCL, qui ont causer ces disparités et qui nous mettent dans une situation aujourd'hui épouvantable. C'est 4 200 000 qu'on va nous retirer pour l'année 2026. Pour nous, c'est vraiment une catastrophe. Alors, malgré ces difficultés, vous faites le choix ambitieux d'accueillir des entreprises avec la création d'une grande zone d'activité sur votre territoire. Oui. Parlez-nous de ce projet. Écoutez, c'est un très gros projet sur une zone de 85 hectares qui a été classée dans les sites clés en main nationalement. Donc, parce qu'il faut une réindustrialisation, on a un taux de chômage qui est très élevé, qui est de plus de 10%. Et on ne peut pas rester... il faut aussi qu'on crée des richesses. On n'est pas seulement là pour demander à l'État, on est aussi pour agir et de dire comment nous, on va faire venir des entreprises. Et nous étions à l'Élysée sur cette initiative qui a été lancée. On fait partie des collectivités qui sont repérées pour relancer une vraie activité. Et nous avons aussi, parce que quand c'est bien, il faut le dire, nous avons aussi bénéficié du point de vue de l'État d'un pacte territorial qui est venu nous épauler, étant donné qu'on était dans des conditions de difficulté extrêmement fortes. Alors, il y a une spécificité, c'est que vous avez 43 communes et beaucoup de petites communes avec des tailles et des surfaces financières petites. Vous, comment vous avez imaginé votre pacte financier fiscal? Comment créer un territoire? Il repose sur quel pilier finalement? Écoutez, d'abord, je pense que comme beaucoup, on cherche l'équité territoriale. Parce que vous ne ferez pas une intercommunalité si tout le monde n'y retrouve pas ses petits. Donc voilà. Moi, je dis toujours, l'intercommunalité, c'est comme un arbre. Il y a le tronc et les racines. Les racines, c'est les communes. Le tronc, c'est l'intercommunalité. L'un ne vivra jamais sans l'autre. Donc, il faut y réfléchir avec des intercos qui viennent y chercher des moyens, mais aussi avec des communes qui viennent y chercher des moyens, pardon. Mais il nous faut aussi des communes qui cherchent à créer les moyens, les recettes. Il
il y a vraiment une double action. On ne peut pas dire l'interco, c'est un guichet, on vient, on sert, au revoir, merci, et débrouillez-vous pour le reste. Non, il faut dire on a besoin de l'intercommunalité et donc on va travailler tous ensemble pour y amener des recettes. Et dans les dispositions qu'on prend, il faut effectivement arriver à aider tout le monde. Alors on est sur deux aspects sur l'équité territoriale. Je ne pourrais pas tout citer parce que les collègues ils savent bien que ça va durer trop longtemps. Mais en tous les cas, on a des fonds de concours. Ça, c'est pour aider sur dans l'investissement, les fonds de concours. Donc on aide, que ce soit petites communes, communes périurbaines ou urbaines, il y a des fonds de concours qui sont proportionnels. Voilà. Donc c'est important. Et avec ça, l'intercommunalité, les communes réalisent leurs projets propres, que ce soit les écoles primaires, maternelles, etc., leurs projets. On les aide aussi à travers des projets collectifs. C'est-à-dire qu'on a cherché à faire un schéma d'équipement collectif. Je prends le premier, je sais que ça va intéresser beaucoup d'élus. Le premier, c'est les routes. Tout à l'heure, j'ai entendu 28%. Nous, on donne 50% à chaque fois qu'il y a un investissement sur une route. Et on donne encore un peu plus quand c'est des ponts. Voilà, on travaille dans cette démarche-là. Et puis ensuite, les projets structurants sur le territoire, c'est aussi important. On a voulu faire un schéma d'équipement collectif. Comme on a moins de moyens et on sait qu'on n'aura pas plus de moyens, les grands équipements collectifs, une commune seule ne pourra plus les gérer. Ce n'est pas possible. Donc il faut commencer à chercher, à réfléchir comment on va avancer. Et on a avancé dans ce domaine sur les piscines, par exemple, et puis je ne vais pas tout vous citer parce que là aussi ça va être très long, mais on a avancé dans cette pratique et ça me semble essentiel parce que les collègues, il y a une chose de fond qui ne changera pas. C'est que depuis que nous avons créé chacun notre intercommunalité, nous c'est 2000. Les recettes nouvelles, elles ne vont pas dans les communes. Elles vont à l'interco. Donc ça suppose de réfléchir aux responsabilités et de voir comment on équilibre après le partage des recettes. Et c'est pourquoi j'ai donné un exemple, on travaille sur un certain nombre de domaines. Donc deux piliers, c'est important. Un pilier plutôt où vous portez les gros investissements structurants pour offrir des équipements de qualité à la population et puis des aides pour les équipements plus courants pour les communes. Mais vous m'avez dit que parfois c'était un peu difficile d'aider les collectivités à cause des outils qui sont très réglementés, sur les fonds de concours notamment, sur les DSC, il y a beaucoup de règles, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je ne sais pas, les collègues ils le savent, je ne vais rien leur apprendre, qu'on est contrôlé, ça devient un peu pénible d'ailleurs, avec de plus en plus de dangers dans nos responsabilités propres et dans le pénal. Mais en tous les cas, oui, c'est compliqué. Mais il y a un autre aspect, c'est que par exemple, on a vu des toutes petites communes, elles n'arrivaient pas à consommer les fonds de concours d'investissement qu'on mettait à leur disposition, parce qu'elles ont des budgets en dessous de 300 000 €. Donc ça nous oblige, on y travaille, il y a quelques collègues qui sont dans la salle, pour savoir comment on va faire pour ces petites communes, mais on va devoir réfléchir différemment. Et c'est vrai que quelquefois, avec les services financiers de l'État, on voudrait trouver plus de souplesse. On n'a pas des gens fermés en face de nous. Mais il faudrait un peu plus de dérogations, si je comprends bien. Oui, plus de dérogations, mais qui prennent la vie, la réalité, le terrain en compte. Nous, ce n'est pas des vues de l'esprit qu'on a à des moments donnés, c'est des choses qu'on traverse et qu'il faut régler. Parce que derrière, il y a des femmes et des hommes qui attendent après ces démarches. Donc il est absolument indispensable qu'on puisse avancer et collectivement, parce qu'on aime bien aussi avoir les services de l'État pour avoir des conseils, pas faire de conneries et surtout pas être attrapé par la patrouille. Un grand merci Bernard Baudou pour votre témoignage et vos pistes d'amélioration. Je vais accueillir maintenant Claire Thévenot, maire de Puceul, présidente de la communauté de communes de Nozay, 15 000 habitants. 16 000. 16 000 habitants, c'est important. 7 communes. Il n'y a aucune commune qui fait plus de 5 000 habitants, je crois. Exactement. Mais alors, vous avez été très innovant parce que vous utilisez des outils qui sont souvent difficiles à mettre en place, et notamment le reversement de la taxe foncière entre les communes et les intercommunalités. Parlez-nous un petit peu de ce mécanisme. Alors, ça fait déjà longtemps que nous avons mis en place effectivement cette organisation, puisque c'est un travail de longue haleine. Ça se fait avec le temps. On a eu la chance effectivement que notre périmètre soit stable depuis, je pense que ça doit remonter à plus de 30 ans. Donc vous vous connaissez. Voilà. On se connaît.
Vous êtes mariés depuis longtemps. C'est pas toujours facile, hein, c'est comme ailleurs, il n'y a pas de raison. Mais en tous les cas, il y a du débat. On se voit, c'est ce que je vous ai dit, on se voit aussi régulièrement. On se voit tous les 15 jours en bureau communautaire. Il se trouve que la commission finances, c'est aussi le bureau communautaire. Vous voyez, il n'y a même pas de vice-président en charge des finances. Ce que je me suis fait reprocher par l'ensemble de mes collègues. Parce qu'évidemment, quand les temps sont durs, il faut bien trouver un responsable. Mais n'empêche que ça avance quand même. Et donc, depuis, je crois que c'est 2018, nous avons mis en place un système de reversement de la taxe foncière pour les communes qui sont touchées par l'implantation d'une zone d'activité gérée par l'Interco. En l'occurrence, c'est la mienne, la zone principale étant sur ma commune. Et nous reversons 90% de la taxe foncière à l'Interco. Donc la taxe foncière, il faut le rappeler à tout le monde, hein, elle est payée aussi par les entreprises. Tout à fait. Et donc la taxe foncière qui est payée par les entreprises, elle ne reste pas à la commune. Pour 90%, elle remonte à l'intercommunalité. À l'Interco, voilà. Et ça depuis déjà quelques années. Mais on est parti d'un point de départ à compter de 2018, je crois que c'était 2018, et on a considéré que tout ce qui était avant, ben, on le gardait, on le maintenait. Hein, bien évidemment. Et au fur et à mesure, et bien maintenant, c'est reversé à l'Interco. Et ce dynamisme de fiscalité vous permet d'avoir une capacité d'investissement au niveau de l'intercommunalité. Tout à fait. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la répartition des compétences. Hein, et alors, oui, parce que vous mobilisez tous les outils pour donner des moyens financiers à l'intercommunalité. Dans le dialogue, vous avez également la convention de partage de la taxe d'aménagement. Aussi, de la même manière, et on reverse à compter de... C'était quand? C'était à partir de la mise en place, on reverse la totalité de la taxe d'aménagement, effectivement, à l'Interco. Donc, ça n'a pas été simple, mais on y arrive. Donc cette intercommunalité, ensuite, vous créez du coup un projet de territoire qui reverse parfois des fonds de concours, et de la dotation de solidarité communautaire. Tout à fait. Donc la dotation de solidarité communautaire, on l'avait instaurée il y a déjà quelques années. On l'avait fixée à 200 000. Là, les temps sont durs. L'année dernière, on a refait un peu marche arrière à 100 000. Là, on est en pleine discussion pour dire, est-ce qu'on va pouvoir remonter à 200 000? Je pense que non, parce qu'en parallèle, on a aussi mis en place des fonds de concours. Fonds de concours, comme mon collègue en a parlé tout à l'heure. Donc, on était parti sur un fonds de concours sur 3 thématiques établies entre nous, hein, bien évidemment dans les politiques menées par l'Interco. Il fallait que ça puisse être en lien, mais on a revu un peu, on va dire, à la baisse l'ensemble de ces fonds de concours, parce qu'on était parti sur l'ensemble du mandat, sur je vais l'appeler comme ça, c'est peut-être pas très, très bien, mais un droit de tirage à hauteur de 150 000 pour chacune des communes. Quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille, si elle rentrait dans les objectifs qui étaient fixés dans le cadre du pacte financier et fiscal. Et là, pour le coup, on a revu et on est parti sur 80 000 euros. Donc on a revu entre-temps notre copie au regard de la situation. Mais il fallait que ce soit terminé à la fin 2026. Et est-ce que vous vous retrouvez dans les rigidités évoquées par votre collègue? Bien sûr, bien sûr. Parce que, en fait, ces rigidités, on arrive à quelque part les contourner, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi des anciens qui sont capables d'aller démontrer que ça fonctionne. Il faut aller donner confiance aussi aux nouveaux élus. Et ce n'est pas si facile que ça de s'approprier tout un tas de mécanismes qui ont été pour certains délibérés avant et qui ont des conséquences maintenant. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'en termes de continuité, on a un gros travail, nous, peut-être les plus anciens, expérimentés, je n'ai pas de prétention à dire ça, mais en l'occurrence, à transmettre vis-à-vis de nos nouveaux collègues. Vous, la principale inquiétude aujourd'hui que vous avez pour votre intercommunalité, c'est la transmission des négociations, de toutes ces séances de travail que vous avez eues. Il ne faudra pas oublier de là où on vient, de tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver là. Et nous, à notre échelle, on est la plus petite interco de Loire-Atlantique. Hein. D'accord. Voilà, il en faut. Je trouve qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, ne serait-ce que pour se sentir plus important. C'est important. Donc, notre condition de vie, elle en tient là. Si on n'est pas capable de s'entraider entre nous, si on n'est pas capable de trouver des conditions d'organisation, on crèvera tout seul. D'accord. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage de dialogue, de discussion, et puis surtout préserver l'histoire. Préserver l'histoire.
faut préserver l'histoire, il faut transmettre et ne pas hésiter à y revenir parce que ce qui est vrai un jour, on voit bien que le contexte est tellement incertain, ne sera pas vrai toujours. Donc voilà, il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Un grand merci en tout cas pour votre témoignage avec des utilisations de répartition de fiscalité extrêmement intéressant. Et maintenant, j'accueille Michel Bisson, maire de Lieusaint, président de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Alors, parlez-nous peut-être au préambule de votre territoire, parce qu'il est grand, mais il est, je crois, sur 2 départements. C'est cela. La petite ambivalence que vous voyez, là, elle exprime très bien, puisque comment le maire d'une commune de Seine-et-Marne peut être président d'une agglomération qui est en Essonne. Voilà. Donc, c'est curieux, tout simplement, puisque l'agglomération est à cheval sur la Seine-et-Marne et sur l'Essonne. Oui, c'est une agglomération qui fait 360 000 habitants, Grand Paris Sud, au sud de Paris, 23 communes. On dit souvent que c'est une petite France, puisqu'il y a des communes très urbaines de 70 000, 75 000 habitants, puis il y a des communes très rurales de 500 habitants. Voilà, donc c'est tout cela qu'il nous faut faire fonctionner ensemble. Alors, on va parler tout de suite d'un service innovant que vous avez mis en place, parce qu'on a beaucoup parlé des contraintes. Vous avez fait le choix de créer un service commun au niveau de la restauration. Parlez-nous de cette expérience. Peut-être l'état d'esprit qui conduit à cette agglomération. D'abord, on est sur une agglomération comme la plupart des agglomérations où on cherche le consensus. Donc évidemment, l'ensemble des maires sont impliqués dans la gouvernance, ce qui fait qu'en conseil communautaire, toutes les délibérations passent à l'unanimité. Et nous avons une vision qui consiste à dire nous sommes à la fois une coopérative de communes, donc au service des communes, pour les compétences qui sont les compétences d'une agglomération, l'eau et les déchets par exemple, mais nous sommes aussi une agglomération qui doit proposer des projets, des sujets qui transcendent, qui dépassent et qui permettent évidemment à chacune des communes de se sentir, je dirais, transcendée, oui, par quelque chose de plus haut. Parmi ceux-là, nous finançons beaucoup, en tous les cas nous contribuons à l'AFM Téléthon, nous contribuons à la génomique, puisque très présent sur le territoire. Nous finançons la formation supérieure, en tous les cas une partie de la formation supérieure. Voilà, donc des choses qui évidemment transcendent. Et puis, dans la série coopérative de communes, donc c'est la question que vous posiez, nous mettons aussi à disposition d'une certaine manière l'ingénierie de l'agglomération au service des différentes communes sur des compétences communales et sur des marchés qui peuvent être mutualisés. Donc ce peut être des marchés, je dirais, anecdotiques comme l'achat du sel de déneigement. Ça peut être l'entretien des terrains de foot en synthétique. Et puis, c'est aussi donc le marché de restauration qui est une compétence communale, qui n'a absolument pas vocation à être une compétence communautaire. Mais nous avons, je dirais, encapsulé d'une certaine manière les besoins des différentes communes pour passer 2 types de marchés. Un marché de denrées pour celles qui achètent, pour les communes qui ont besoin d'avoir des denrées parce que les cuisines sont sur place. Et puis un deuxième marché qui est d'achat des repas en liaison froide pour les communes qui travaillent en liaison froide. Et donc avec un marché qui concerne une quinzaine de communes sur les 23 et donc 3 millions de repas. Et donc avec cette échelle-là, évidemment, ça a permis à chacune des communes à la fois d'avoir une certaine simplification évidemment dans le marché et dans la logistique, mais aussi des gains en termes financiers. D'accord. Et alors, la grande spécificité, c'est parce que quand on transfère une compétence, la commune, elle n'est plus du tout compétente. Là, c'est la commune qui reste compétente, l'intercommunalité qui met à disposition, et ensuite, elles viennent ou elles ne viennent pas, finalement. Et c'est une facturation qui est faite aux communes de la part de l'intercommunalité, comme une prestation de service. C'est à la carte, on rentre, on sort. Alors, je veux dire, quand on rentre, c'est au moins une année, mais enfin, on rentre et on sort. Et avec une petite cerise sur le gâteau, puisque nous adossons notre territoire à une stratégie agricole alimentaire territoriale, et donc nous favorisons, en tous les cas, nous contribuons à la mutation agricole. La manière de contribuer à la mutation agricole, c'est de faire en sorte qu'il y ait une agriculture de proximité qui se rapproche évidemment de nos habitantes et de nos habitants. Et si tant est que les communes choisissent des produits plus de proximité ou produits bio, dans ces cas-là, l'agglomération peut abonder pour éviter que le surcoût soit porté par les communes, mais plutôt porté par l'agglomération, puisque c'est un choix qui est un choix commun.
D'accord, merci beaucoup pour cette présentation de cet outil qui amène de la flexibilité et qui contourne un petit peu les contraintes qu'on pouvait évoquer tout à l'heure. Mais je crois aussi que dans votre pacte financier et fiscal, vous utilisez les mécanismes qui ont été évoqués tout à l'heure par vos collègues, notamment les fonds de concours. Oui, alors on fait moins bien le clair, mais on essaie de faire aussi. Alors certainement parce que la taille des communes, voilà, fait que le sujet est d'une complexité, mais il y a besoin. Tu l'as très bien dit, on a besoin d'équité. S'il n'y a pas d'équité, l'unanimité, elle sera jamais là. Donc il faut ce pacte financier, il est absolument essentiel. Donc nous en avons conduit un et mis en place en 2020, qui évidemment continue à porter ses fruits. En vérité, deux actions, deux fonds de concours. Un fonds de concours en fonctionnement tout d'abord, à hauteur d'1 million d'euros. Ce fonds de concours s'adresse aux 6 communes que l'on considère comme étant les plus fragiles budgétairement. Et nous avons donc inventé d'une certaine manière un indicateur maison qui globalise l'ensemble des recettes et qui vient pondérer avec un indicateur de charge qui tient compte du nombre d'enfants scolarisés, qui tient compte des revenus, par exemple. Voilà. Et à travers ça, ça nous a permis d'identifier les 6 communes, je dirais, qui ont les marges financières les plus faibles. Et donc ce million d'euros par an, il est, comment dirais-je, réparti, là aussi, suivant certains critères en fonction de la taille des communes, pour pallier à cette inéquité originelle. Et puis un pacte aussi, un fonds de concours en investissement. Nous sommes une agglomération qui investit beaucoup. On investit environ 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an, donc évidemment, c'est colossal. Mais dans ces 100 millions, nous avons beaucoup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous sommes un territoire populaire avec beaucoup de rénovation urbaine, 9 quartiers en rénovation urbaine. C'est une compétence communautaire, c'est donc une charge évidemment extrêmement importante, alors qui s'adresse évidemment aux communes qui sont directement concernées. Je le dis pas en me plaignant, parce que je pense que là où il y a les plus grandes fragilités, il y a aussi les plus belles innovations. Voilà. Donc, comment dirais-je, les cités éducatives, comme la cité de l'emploi, sont nées sur Grand Paris Sud, qui démontrent bien la capacité à faire de ces territoires-là. Bref, il y a des investissements colossaux. Et évidemment, toutes les communes n'en bénéficient pas. Donc, ce que nous avons construit, c'est une enveloppe de 15 millions d'euros sur le mandat pour les communes qui bénéficient de moins de 12 millions d'euros de moins de 12 millions d'euros sur la programmation pluriannuelle d'investissement. C'est-à-dire celles qui en bénéficient moins ont capacité à avoir un financement qui leur est propre. Et alors, est-ce que vous pensez que, compte tenu du contexte national, de la situation financière incertaine, vous allez pouvoir maintenir un tel PPI sur le prochain mandat ? Il y a des arbitrages qu'il nous faudra faire. On a une PPI qui est aujourd'hui, quand on la consolide, à plus d'1 milliard d'euros. Il va falloir qu'on la diminue presque par 2. Donc oui, il va y avoir des sujets. Ce que je crois fondamentalement, ça a été exprimé très bien tout à l'heure. Nous sommes évidemment certainement à un moment de bascule, y compris dans le pilotage de nos collectivités, comme dans le pilotage à l'échelle nationale. Et donc on a besoin dans ces moments de bascule parce que qui tient la République aujourd'hui, ce sont quand même d'abord les collectivités avec leurs services publics. Voilà. Et ça, ce qui est en train de se passer avec la loi de finances risque de briser ce qui reste encore, je dirais, d'espoir en matière de services publics de proximité, et donc ce qui, évidemment, porte la République. Donc on a une inquiétude, ce qui explique toute la résistance qui est aujourd'hui portée, évidemment, par les associations d'élus, et il nous faut continuer collectivement à porter cette résistance pour maintenir nos services publics. Mais je crois aussi qu'il nous faut être dans une certaine forme d'espérance qui va nous obliger, de mon point de vue, à modifier le prisme avec lequel nous travaillons depuis maintenant des dizaines, voire des vingtaines d'années, qui est, si je dois le résumer, nous sommes aujourd'hui sur un prisme du développement permanent. On est tout le temps en développement, on empile les choses, on construit en permanence. Budgétairement, ça n'est plus possible. Sur le plan de l'empreinte carbone, ça n'est plus possible. Il nous faut passer au prisme de l'enveloppement. L'enveloppement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus humain. Ça veut dire continuer à investir, mais investir sur les biens communs. Les biens communs, c'est l'eau, c'est l'énergie.
l'énergie, c'est le sol. Ça veut dire être plus en capacité d'entretenir nos équipements, mais ça veut dire que ces équipements doivent être ouverts beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, une école, elle est ouverte une journée sur 2, et comme on le disait tout à l'heure, c'est des coûts absolument faramineux. Donc on sous-optimise les équipements publics, il faut les suroptimiser. Donc ça, c'est un gros travail. Et il nous faut aussi briser un tabou et rentrer dans l'hybridation publique-privée, parce que oui, en matière sportive comme en matière culturelle, pour ne prendre que ces deux exemples-là, il y a des financements privés qui peuvent venir abonder des financements publics. Alors, une dernière question. Vous avez fusionné 4 intercommunalités. J'imagine qu'il y a des enjeux d'harmonisation, de fiscalité, de tarifs. Comment vous l'envisagez, cette harmonisation, dans les prochaines années ? On a, comme toutes les agglomérations, à harmoniser nos tarifs, que ce soit l'eau, l'assainissement ou les déchets, pour prendre ces exemples-là. Donc nous allons le faire progressivement. Ce que nous avons fait sur ce mandat-là, c'est harmoniser les services de manière à ce que l'harmonisation des tarifs soit évidemment la plus facile possible. Mais devant nous, il y a bien l'harmonisation des déchets et l'harmonisation notamment de l'assainissement. Un immense merci pour ce dernier retour d'expérience d'élu. Je vous remercie vivement pour vos témoignages et je vais redonner la parole à la salle, sauf si les présidents de commission souhaitent intervenir. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations dans la salle? N'hésitez pas. Des questions, des interrogations? Pas de questions, pas d'interrogations? N'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Monsieur, allez-y. On vous donne un micro. Je vous amène le micro. Oui, pardon, c'est pas directement sur ce sujet-là, mais comme on a de moins en moins d'argent, je me dis que si on pouvait avoir de plus en plus d'idées et de facilité à mettre en place nos idées, ça serait pas mal. Du coup, moi, j'ai investi comme chef d'entreprise pour ma commune et j'essaie d'avoir une rentabilité de mon service public. Du coup, je sais que c'est un peu tabou, mais finalement, ça peut exister. Et je me retrouve avec 2 comptabilités, 2 modèles qui sont complètement différents. Et donc finalement, avec ma M4 qui va me rapporter de l'argent tous les ans, je ne pourrais pas utiliser dans mon budget général, dans mon investissement pour mes commerces. Voilà. Donc oui, certes, je vais récupérer mon investissement par le retour de l'amortissement. En revanche, derrière, je ne pourrais plus réutiliser cette recette que j'ai créée. Tout simplement parce que comptablement parlant, c'est pas fongible, même si on est vers une M57 qui aujourd'hui globalement nous pousse vers le système de l'entreprise. Et ben pour certains dossiers sur les budgets annexes, ça nous complique un petit peu la tâche, alors que finalement on pourrait tout à fait récupérer cet argent en gestionnaire de, enfin voilà, en bon père de famille on va dire, hein, ou en investisseur de base quoi. Merci. Monsieur Éric Barbier. Oui, alors c'est une question qui revient fréquemment, mais ce qu'il y a derrière en fait cette étanchéité, c'est une règle de bonne gestion. Les services publics, industriels et commerciaux, ils sont payés par la tarification, et donc il y a ce fameux principe de l'eau qui va à l'eau ou de l'assainissement qui va à l'assainissement, et donc il n'y a effectivement pas de fongibilité entre ces services publics, industriels et commerciaux et les budgets principaux. C'est vrai. Mais c'est un principe de bonne gestion qui a pour objectif de protéger les usagers des SPIC en question. Alors, une question... Ah, on ne vous voyait pas, monsieur. Venez dans la lumière. Oui, bonjour. Jean-Claude Grenier, président de communauté de communes dans le département du Doubs. Alors, j'ai une question. C'est à la marge par rapport aux finances locales, mais quand même, c'est une incidence. Il se trouve que depuis 2016, l'État a transféré aux communautés de communes, au bloc communal, la compétence GEMAPI. Et il se trouve que dans le département du Doubs, on a des rivières première catégorie, enfin beaucoup d'eau. Et depuis 1 an, notre collectivité, qui est regroupée dans le cadre d'un EPAGE, n'est plus assurée. Depuis 1 an, depuis le mois de novembre 2024, nous n'avons plus d'assurance responsabilité civile. On couvre la moitié du département du Doubs, 9 EPCI. Et malgré toutes les démarches qu'on a pu faire, hein, j'ai vu les rapports qu'a fait Alain Chrétien, toutes les choses de l'AMF. Je tire la sonnette d'alarme depuis un moment. Et aujourd'hui, on se trouve à faire... on a des passes à poissons, on a des passes à kayak, on a des travaux sur la limitation des inondabilités. Et plus aucune assurance ne veut nous prendre en compte. Et moi, je viens de prendre une délibération dans mon conseil communautaire. On est 72 communes à l'unanimité, comme quoi on demande dans un premier temps à l'OTEPAGE de stopper tous travaux qu'engagerait la responsabilité de la collectivité, puisque demain, on me demande et on me dit que puisqu'on a potentiellement un risque, il faudrait commencer dans notre comptabilité publique à provisionner pour risque éventuel
des indemnités qui pourraient être servies. Donc là, on prend des risques, on engage nos collectivités vraiment dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et c'est très difficile à assumer en tant que responsabilité de collectivité. Alors peut-être une réaction des présidents et puis peut-être sur les obligations de provisionnement, je ne sais pas. Oui, alors notre collègue que je connais bien aborde aussi la question des assurances. Alors c'est vrai que le sujet a défrayé la chronique. Là, il s'agit d'un épage, mais on a eu beaucoup de collègues qui n'étaient plus assurés du tout. Alors, nous découvrons avec stupeur que dans un pays aussi bureaucratique et réglementé que la France, le secteur des assurances est finalement assez libéral. Hein. J'ai un ami qui est garagiste, qui n'a jamais réussi à se faire assurer. Son assureur lui dit « je ne peux pas t'assurer parce qu'il y a des risques dans ton métier ». Ah. Alors voilà, non, ça, c'est la réalité. À côté de chez moi, j'ai une commune de 16 000 habitants, qui est plutôt plus riche que la mienne. Elle n'avait plus d'assureur. Donc Alain Chrétien, effectivement, le maire de Vesoul, qui est vice-président de notre association, a fait un travail très remarquable avec d'autres collègues. Et donc il a fait un certain nombre de propositions. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Moi, je pense qu'à un moment, il y a peut-être, dans un pays où on produit beaucoup de droits, un sujet quand même sur les assurances. Nous ne représentons, nous dit-on, pas pour eux un risque suffisamment rentable, ce qui expliquerait les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc, moi, je partage la colère et l'inquiétude de notre collègue, et je pense qu'on en reparlera à Alain Chrétien, qui du coup, d'ailleurs, a fait beaucoup d'assemblées générales d'associations départementales, y compris dans mon département. Ce sujet sur lequel nous avons progressé nécessite probablement, au-delà des engagements, des assureurs, des déclarations, un certain nombre de mesures plus coercitives, car ça ne va pas du tout. Voilà, je partage donc cette colère qu'a exprimée notre collègue Doubiste. Alors je vais donner la parole derrière vous. Bonjour, Martine Auger, maire de Thoiré. Je reviens sur le sujet du coût de l'investissement et je voudrais savoir à quel moment, et je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui partagent ça aujourd'hui ici, à quel moment les pouvoirs publics s'emparent du sujet du coût de l'investissement lorsque les entreprises répondent au marché public. Dans le cadre de la commande publique, on est à 30% au-dessus des coûts s'il y avait une commande privée. C'est un sujet, c'est un marronnier qui revient. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse, mais il n'empêche que lorsqu'on cherche des solutions aujourd'hui pour optimiser les finances publiques, ça en fait partie. La main, ce n'est pas nos collectivités qui l'ont. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe et comment on s'empare du sujet ? Alors merci beaucoup pour votre question. J'avais commencé un tout petit peu à en parler tout à l'heure. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais acheteur public. Et donc, c'est quelque chose dont on parle très souvent avec Antoine. On a besoin d'avoir vraiment des... Alors, il ne faut pas dire des bougies en ce moment, parce que c'est la grande expression à la mode au Parlement, mais d'avoir un vrai acte de simplification de la commande publique aujourd'hui. Nous avons participé à... Merci beaucoup. Nous avons participé à tout un tas de ROCLOR et autres processus où à chaque fois on essaye, et l'AMF est porteuse de propositions simples, claires, sur les seuils, par exemple, sur un certain nombre de points qui nous permettraient de pouvoir conserver cet outil précieux qu'est le marché public qui permet de garantir la transparence, l'utilisation des deniers, vous connaissez ça aussi bien que moi, mais aussi pouvoir supprimer ce côté en plus très caricatural que je trouve très désagréable où les gens nous disent votre stylo, monsieur le maire, vous le payez 3 fois plus cher que moi je peux le payer. On avait j'ai un exemple très récemment où on doit faire un mariage, un faux mariage que je dois préserver. Un faux mariage, c'est pour une reconstitution historique. Hein, attendez. Ne vous emballez pas. Et que jeter ? Eh ben, alors, faut pas jeter du riz, etc. On a voulu acheter des grains à semer, vous savez, voilà. Et on a fait le calcul. C'est 7 fois plus cher que d'aller sur la jardinerie du coin. Donc, les propositions, elles sont sur la table. Aujourd'hui, je peux vous assurer que l'AMF, en plus, on essaie vraiment de proposer cela. Il y a eu tout un tas d'auditions également au Sénat, au Parlement, pour nous permettre d'avancer. Moi, je suis personnellement convaincu que, comme d'habitude, on a un droit européen et qu'il a fallu qu'on invente tout un tas de procédures encore plus contraignantes qui, selon moi, en plus, ne nous dédouanent pas de la responsabilité que l'on a. C'est-à-dire qu'on a tellement peur du pas de côté des élus que finalement, on finit par sanctionner tout le monde et d'avoir vraiment, je pense, très concrètement, et c'était d'ailleurs une des choses que l'on a dites récemment encore lorsqu'on a été auditionné au Sénat, que les vraies marges de manœuvre demain d'économie,
d'économie, elles sont dans vraiment une révolution des marchés publics. Alors face à ça, je vous avoue pour l'instant qu'on n'a pas beaucoup d'écho, mais ça ne veut pas dire, moi je suis basque d'origine, donc il va falloir qu'on y aille. Il y a des choses qui sont arrivées. Je pense qu'on a commencé le mandat du Covid sur lequel on avait su finalement démontrer, et il y a un certain nombre de procédures d'urgence qui sont restées avec certains seuils, qui démontrent finalement qu'on peut parfaitement acheter. Donc je pense que c'est vraiment un des enjeux majeurs et sur lequel se trouvent des centaines de millions d'euros d'économies. Je vais vous donner un exemple avec lequel je parlais hier avec la Fédération de l'Ordre des architectes. Auparavant, quand on faisait un marché de concours, alors on n'en fait pas tous les jours, hein, mais c'est important, on demandait aux architectes leur honoraire de maîtrise d'œuvre avant la remise de l'offre. Et par je ne sais quel lobbying, la loi a changé il y a 3 ans. On doit maintenant sélectionner l'architecte et on négocie ensuite avec lui en gré à gré ses honoraires. En général, quand on négocie en gré à gré avec quelqu'un, il est un peu moins enclin à nous faire une offre intéressante. Et j'essaie de faire expliquer que ce sont des centaines de millions d'euros dans notre pays, parce que augmenter de 3 à 4 points les honoraires des architectes, qui d'ailleurs ne vont pas forcément dans la pose des architectes, hein, ça va dans tout un tas de corps de métier, eh bien c'est vraiment ça. Donc je pense que ça c'est un vrai levier, c'est pas fiscal, et j'espère qu'on sera entendu, parce qu'en plus je crains qu'on ait une raréfaction également de l'accès au marché public de nos petites entreprises. Moi, je ne compte plus le nombre d'entreprises qui nous disent « je ne réponds plus à vos appels d'offres », parce que d'abord, j'y comprends rien. On me redemande 18 fois les mêmes papiers qui ne sont jamais complètement connectés. Peut-être que l'IA nous intéressera là-dessus, mais il y a vraiment un très grand chantier. Je peux vous assurer qu'on est dessus. C'est souvent pas forcément les débats les plus sexy qui existent, mais je crois qu'on a vraiment demain besoin d'aller beaucoup plus loin en matière de marché public. Alors, on a une question au fond de la salle. Oui, bonjour, je suis Sophia Fezani, je suis adjointe au maire de la commune de Saint-Jory, en charge de l'assainissement budgétaire, parce que nous étions une commune au bord de la mise sous tutelle. Donc, bon, ça s'est réglé. J'avais une question concernant l'investissement. L'investissement, c'est du long terme. Pour cela, nous devons garantir une certaine capacité d'autofinancement. Or, cette capacité d'autofinancement, elle est générée par notre capacité à maîtriser notre fonctionnement. Nos ressources de fonctionnement sont essentiellement composées de la DGF, DSR ou DSU. Ces dotations, les modalités de calcul de ces dotations sont très opaques. Or, pour maîtriser nos ressources, nous devons maîtriser notre façon de calculer ces ressources. Et ma question est là, c'est comment simplifier ces modalités de calcul pour maîtriser l'avenir et anticiper. Ah là là. Alors ça, c'est une question presque éternelle. Bon, c'est vrai que la DGF, au fur et à mesure du temps, s'est complexifiée, elle s'est ossifiée, elle s'est cristallisée, de telle sorte que, évidemment, c'est devenu très compliqué. Là-dessus, on a rajouté... bien sûr, les emplois de solidarité, DSR, DSU, il y a encore un peu de DNP. Et il y a eu de multiples tentatives de réviser la DGF. La dernière et la plus connue avait été la tentative portée par Christine Pires-Beaune, qui est une excellente spécialiste des sujets, hein, qui est députée du Puy-de-Dôme. Et donc, à l'époque, c'était il y a une douzaine d'années, ça créait des effets de redistribution. Donc tous ceux qui, dans le cadre des simulations touchaient plus, trouvaient la proposition formidable, et tous ceux qui, comme moi, touchaient moins, trouvaient la proposition inacceptable. Et donc évidemment, ça a fait long feu. Nous avons essayé au niveau du CFL, présidé par André Laniel, de relancer la réflexion sur la DGF, mais nous sommes arrivés à la conclusion suivante, c'est qu'aujourd'hui, on peut la réformer s'il y a une dynamique de ressources. C'est-à-dire que le système est tellement ossifié et chaque collègue est tellement à l'euro, qu'à masse constante, voire qui diminue ou qui est gelé, c'est absolument infaisable. Donc il faudrait, en toute théorie, qu'on puisse le faire avec, encore une fois, un système progressif sur plusieurs années et une poire pour la soif. Voilà. Alors il y avait d'ailleurs des travaux qui avaient été relancés il y a un an et demi aussi. Il y a eu tellement de travaux là-dessus et ils avaient été stoppés parce que là aussi, je crois que c'était à l'époque de Dominique Faure. Voilà, on avait relancé la réflexion sur la DGF et on avait achoppé sur le même sujet. C'est qu'à enveloppe constante, c'est absolument ingérable. Donc le jour où nous trouverons l'or des Incas et où on aura des moyens pour effectivement refaire la DGF, je pense que c'est faisable, mais à enveloppe constante, je suis assez
pessimiste. C'est ainsi, il faut probablement un jour retravailler ça avec des marges de manœuvre budgétaires, si elles existent, le moment venu. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est vraiment un serpent de mer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Juste, pardon, pour compléter, d'abord, félicitations pour votre titre. Je ne connaissais pas l'assainissement budgétaire. Je vais proposer ça à mon adjoint aux finances. Mais bon, c'est une forme d'autocritique. J'ai participé à ces réunions délicieuses dans lesquelles j'ai cru à la fin que les associations d'élus, parce que là, pour le coup, dès qu'on parle de DGF, il y a une sensibilité très haute dans toutes les associations d'élus, où chacun reprochant à l'autre de capter la richesse de la DGF, entre la DGF négative, les ruraux contre les urbains, etc. Enfin bref. Je partage ce que vient de dire Antoine. D'abord, je pense qu'on a tellement travesti cette notion qui était à la base ni un cadeau ni quelque chose, qui devait représenter finalement ce produit dynamique qui correspondait au transfert de charges de l'État pour que les communes, je le dis très souvent comme ça, exercent les fonctions pour son compte. Il n'y avait rien de plus simple finalement, entre guillemets, et on a tellement touché cela qu'en fait aujourd'hui on a quelque chose qui ne ressemble strictement plus à grand chose. Et donc aujourd'hui, en raisonnant en masse constante, même si on avait proposé des mécanismes de tunnel pour que certains ne gagnent pas beaucoup plus ou d'autres gagnent beaucoup moins, moi j'ai vraiment l'impression, on attendra peut-être les annonces demain, je pense que ces genres de décisions fondamentales qui vont toucher tout le monde, les 35 000 communes de France, devront être reposées au socle d'un éventuel acte de décentralisation sur lequel finalement on reviendrait à un champ de compétences, une fiscalité, ce qui permettrait finalement de revenir à un mode de calcul beaucoup plus simple. C'est un peu comme la révision des bases locatives. Chaque année, je participe à des tas de choses. On dit toujours, oh là là, ça date de 1970, c'est affreux, etc. Mais quand on essaie de les rénover, en étant le plus, eh bien, tous ceux qui perdent sont absolument pas d'accord et tous ceux qui gagnent, évidemment, vont vous dire, vous êtes. Donc, je pense que, pour être très sincère avec votre question, indépendamment de faire tourner les plus grands ordinateurs pour essayer de comprendre le mécanisme aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, enfin, en tout cas c'est un avis personnel, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on arrive à travailler sereinement tant qu'on n'aura pas finalement remis à plat un système de fiscalité locale qui est devenu complètement illisible et qui surtout n'est plus du tout le reflet entre les besoins d'une collectivité et celles et ceux qui y contribuent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle? Je crois que Michel Buisson doit nous quitter et je le remercie d'avoir participé à nos débats. Et je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle. Si, il y a une dernière question. Et après, il y a la conclusion des deux coprésidents. Merci, Fabrice Loher, maire de Lorient. Je voudrais revenir sur la question des coûts des investissements et de la différence croissante dans un pays qui adore produire de la norme. Moi, je suis d'accord avec vous. Entre le hors-taxe et le toutes dépenses confondues. Il se trouve que je porte, moi, un projet dans ma ville sur un gros investissement de 21 millions d'euros. Je pourrais en donner la nature après. Je faisais le compte avec mon DGS. J'en arrive à 10 millions d'euros de plus pour arriver au TDC. Quand on compte, bien sûr, la rémunération des honoraires du maître d'œuvre, quand on compte les assurances, les aléas, l'intervention de toute une série de bureaux d'études, de contrôle. Bref, on est à un coefficient de 1,5 et il me disait qu'il y a une vingtaine d'années, on devait être à 1 ou 1,2. Plus on produit de normes, plus on augmente, de fait, le coût des investissements. Et bien sûr qu'il y a des justifications et on peut comprendre complètement un certain nombre de décisions. Mais là, on est en train de plomber littéralement les investissements publics. Et je pense que puisqu'on raisonne, on essaie de réfléchir pour l'avenir en termes d'allègement des charges pour les collectivités locales, on a peut-être là une piste pour réduire la norme et réduire cet écart entre le hors-taxe et le TDC. Oui, ce que j'appelle moi l'indicateur toute moustache essuyée, parce qu'en général, il y a toujours aussi des points, le TME. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, il est normal, on est sur des éléments qui sont plus complexes aujourd'hui. C'est normal aussi d'avoir des personnes qui nous aident, notamment sur la transition écologique, etc. Mais j'aimerais vous dire qu'on a l'impression que cette folie de normes s'est arrêtée ou se diminue, et je ne le vois pas. Et je ne vois surtout pas non plus de capacité d'expérimentation capable de nous permettre d'essayer de démontrer qu'on peut parfaitement, encore une fois, être responsable de la commande publique, de le faire en étant compétent
complètement neutre, etc. Et d'essayer de démontrer qu'il n'est pas normal que l'on ait un tel écart. Donc je vous rejoins complètement dans vos propos. Je crois, moi j'en ai souvent discuté avec le président, au fait que c'est là peut-être un des deals que l'on pourrait passer. C'est-à-dire que plutôt que de dire on ne va pas vous faire 7 milliards, on va vous en mettre pour 2, 2,5 et puis vous serez content, c'est d'essayer finalement, et plutôt que de nous juger sur notre capacité à cadrer telle ou telle recette ou telle dépense, surtout quand en général c'est pas nous qui devons les cadrer puisque on prend les décisions pour nous, qu'on essaie justement d'essayer de nous donner des outils, des tests par département, par ville, sur lesquels on pourrait essayer de se dire essayons de voir comment on pourrait acheter mieux, parce qu'en plus je pense qu'on achète très mal, parce que je ne sais pas pour vous, pour votre investissement, mais moi j'ai toujours l'impression, j'attends le premier bâtiment qui ne fuit pas. Et que quand en plus on a des problématiques vraiment d'entreprise, on nous explique qu'on ne peut pas utiliser les procédures d'urgence, que ce n'est pas sa faute. D'une façon générale, ce n'est jamais la faute. En plus, on est très démunis par rapport, je trouve, à la qualité relativement basse que l'on a dans notre pays, pourtant surnormée en matière de qualité de construction et de durabilité. Donc je pense qu'il y a vraiment là quelque chose, vous avez raison, en tout cas moi je le partage vraiment, un vrai acte fondateur demain. On espère que Bercy saura nous entendre sur ce point-là. Je pense que tout le monde aurait à y gagner et surtout, je leur dis souvent que ces exemples existent. On n'est pas les seuls pays en Europe à appliquer un code. Il y a tout un tas de choses avec le JOUE. Voilà, j'en suis à quelques ministres à qui on a écrit très concrètement pour proposer, parce que je pense qu'il faut arrêter de dire il faut simplifier. Je pense qu'il faut vraiment être dans le concret aujourd'hui pour dire voilà ce qu'on vous propose de faire, etc. J'espère, moi par exemple, je suis un fervent défenseur de la remontée des seuils. Je pense que c'est la chose la plus facile à faire et ce qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite sur les petits marchés, etc. On l'a testé. On va voir si jamais on sera entendu, mais en tout cas, je serais ravi que l'on puisse pousser ensemble, comme on dit dans le sud-ouest, terre de rugby. Voilà, alors je vais également rebondir là-dessus et peut-être conclure parce qu'il est midi, l'heure tourne. Et d'abord, ce sujet des normes, c'est un sujet éternel. C'est en 1917 qu'on a créé la première commission de simplification dans notre pays, vous voyez ? Donc, et depuis, on simplifie en créant des commissions de simplification qui compliquent la simplification. Bon. Alors, je suis vice-président du Conseil national d'évaluation des normes qui est présidé par Gilles Carrez. Gilles est un grand connaisseur du Parlement. Il a été parlementaire pendant 25 ans. Hier, lorsque je faisais le rapport financier ou après, David Lisnard, vous étiez là, l'a évoqué. Alors même qu'il n'y avait plus de gouvernement, on continuait à produire de la norme. Donc, c'est une machine. Donc c'est le système jacobin qui crée ça. Nous sommes dans un système à l'échelle de l'Europe dans lequel, à Paris, on produit de la loi et du règlement, et la décentralisation à la française, c'est l'exécution et la dépense par les élus locaux de décisions prises par d'autres. Dans des États fédéraux ou confédéraux, j'en ai à côté de chez moi, c'est pas comme ça que ça se passe. L'État s'occupe de son champ de compétences et les collectivités locales, cantons, Länder ou autres, définissent les politiques qu'elles veulent mener et les mettent en œuvre. Ça, c'est un vrai système décentralisé. On peut l'appeler autrement. Alors, on n'ose plus en France, depuis que les Girondins ont mal terminé, on dit « oulala, l'unité de la République, etc. » Alors, quelle unité de la République y a-t-il dans un pays où les ressources entre collectivités vont de 1 à 1000 ? Alors que dans un État fédéral comme l'Allemagne, vous le savez, il y a un tunnel 80-120. Donc il n'y a pas de lien entre la forme d'organisation de l'État et la justice ou l'injustice ou l'inégalité. Et donc ce système, il produit. Au Conseil national d'évaluation des normes, nous avons par exemple des projets de loi, on donne un avis, puis après on va à l'Assemblée, au Sénat, on ajoute par amendement 45 articles, sans aucune étude d'impact. Les textes européens, parce que l'Europe a bon dos, moi je suis profondément européen, souvent quand il y a un problème c'est la faute de l'Europe. On se rend compte tout le temps qu'on surtranspose, c'est-à-dire qu'on rajoute aux textes européens des normes qui ne sont pas demandées par l'Europe. Donc Boris Ravignon, et je termine, le maire de Charleville-Mézières a fait un rapport là-dessus, ça coûte 1,5 milliard à 2 milliards tous les ans. Mais encore une fois, je pense que la réponse, c'est une réponse presque institutionnelle et constitutionnelle. C'est-à-dire que tant que nous aurons cette forme d'organisation de l'État jacobin, on pourra toujours en discuter, mais ça ne changera pas parce que c'est le système qui produit cela. Voilà. Alors, je voudrais conclure quand même sur une note un peu plus optimiste. D'abord, en me félicitant que vous ayez été très nombreux. Il y a même beaucoup de collègues qui ont dû rester debout. Et c'est un peu dommage pour eux, mais en même temps, ça montre que vous êtes toujours mobilisés par ces questions.
Je voudrais remercier les uns et les autres, Philippe Laurent qui a dû nous quitter, qui ont apporté un certain nombre de recettes pratiques. On aura probablement à les collationner. Je pense qu'il serait intéressant au niveau de la commission des finances, on en parlait avec Emmanuel, qu'on fasse un peu une liste des moyens de mieux gérer en fonction de l'investissement à l'orée du nouveau mandat. Puis je voudrais bien sûr, j'ai remercié Philippe Laurent, c'est Thomas Rougier, on passe notre temps ensemble. Hein. Depuis ce matin, on avait tout à l'heure AMF Télé. Et puis bien sûr, Éric Barbier qui est très clair dans ses explications, sachant que la DGFiP et les DDFiP sont avant tout des partenaires. Il y a des sujets de discussion, c'est normal, mais enfin, au quotidien, nous coproduisons pour l'intérêt général et le bien public. Voilà, bah écoutez, merci. Je donne la parole à Emmanuel. Alors, c'est pas terminé, hein. Il y a des points infos. Emmanuel anime un point info sur les moyens de paiement. Moi, je serai avec Philippe Vigier plus tard dans l'après-midi pour parler des budgets verts. Et puis surtout, hein, je l'ai déjà fait, je refais un peu de teasing demain matin, vers les 9h45, 10h. Alors, on aura le débat finance, on fait une introduction, il y a pas mal d'intervenants. Comme le PM vient l'après-midi, j'imagine qu'à midi, les démineurs nous vireront. Donc, on va quand même essayer en 2 heures de bien débattre. Donc, je vous invite à venir demain pour ce qui sera un des points d'orgue de ce congrès. Merci à vous et bon appétit. Merci, je vais être très rapide puisqu'on vous promet demain une opération déminage en matière de finances publiques locales. Merci d'avoir été aussi présents, nombreux merci aux intervenants, à notre maître de cérémonie qui a toujours la lourde tâche de nous faire rendre plus court. Moi, j'observe ce matin que vous étiez très demandeurs d'un certain nombre de points. Je pense qu'on va essayer, avec les collègues, avec celles et ceux qui seront élus à partir de 2027, peut-être de proposer des boîtes à outils très concrètes par rapport aux différents points. On vient de parler des marchés publics. Je pense aussi qu'indépendamment de grandes formations, il peut y avoir aussi de grands besoins pour les nouveaux exécutifs de comprendre ces marchés publics qui nous amènent toujours d'une façon plus ou moins rapide en prison si jamais on les maîtrise bien. Merci à toutes et à tous de votre présence et on vous donne rendez-vous tout au long de l'après-midi et demain. Merci à vous tous.